Salut à tous, très heureux de vous retrouver sur le plateau de Gym Tonic après une trêve internationale qui a apporté son nouveau lot de blessés. Les Aiglons ont 2 matchs importants cette semaine face à Strasbourg et face aux Glasgow Rangers. À mes côtés pour en parler, les experts de la rédaction des sports de Nice Matin, William Mambercé. Salut Will. Salut Mika, salut à tous. Antoine Delgoulet. Salut Antoine. Salut Mika, bonjour à tous. Et Romain Laronche. Salut Romain. Salut Mika. Changez de place. Voilà. Passer de l'autre côté. Notre invité cette semaine est un pur niçois, formateur dans l'âme, puisqu'il a œuvré dans cette fonction au gym pendant quasiment 20 ans. Alain Watley est d'un Gym Tonic. Bonjour Salut à Alain. tous. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous dans cette émission. Il va être beaucoup question de la formation, évidemment, avec vous dans quelques instants. Mais au sommaire de cette émission, eh bien, nous ferons un bilan de cette trêve internationale pour nos sélectionnés, avec donc 2 nouveaux joueurs revenus blessés. À qui la faute ? Nous tenterons de percer le mystère de cette cascade de blessures. Est-ce que cela forcera Francaise à aligner une défense à 4 contre Strasbourg ? Eh bien, ce sera notre pour-contre de cette semaine. Et puis, dans le focus, nous vous parlerons de Sofiane Diop en pleine reconquête et qu'on espère enfin lancer sur des bons rails avec cette équipe de l'OGC Nice. Et puis, dans la deuxième partie de l'émission, nous évoquerons la réception de Strasbourg dimanche soir à 20h45 à l'Alliance Riviera, avant le Souviens-toi d'Antoine consacré au titre de champion de France U18 de l'OGC Nice. C'était en 2004. Voilà donc pour ce sommaire plutôt riche. On va démarrer ce Gymto avec un coup de projecteur donc, sur cette trêve internationale. Après le nul arraché contre Lille dans les dernières secondes. Will, c'est une trêve pas forcément salvatrice pour les Niçois. Non, puisque, comme tu l'as dit en préambule, 2 nouveaux blessés, Klos et Abdi, et un éventuel 3e encore aujourd'hui, à 48 heures du match en question, c'est Youssouf. Parce qu'il est sorti, lui, au bout de même pas 20 minutes de jeu, vers la 19e. Il a réclamé le changement avec le Burundi qui jouait contre le Sénégal mardi soir. Donc c'était déjà il y a quelques jours. Et il avait senti une petite gêne, il se préservait, le club pensait que ça allait le faire. Et finalement, les derniers ressentis d'hier, donc jeudi, n'étaient pas top. Donc éventuellement, il y aurait encore 3 nouveaux absents. Voilà, on parlera évidemment de cette cascade d'absence, mais on va regarder d'abord le tableau eh bien, de ces internationaux. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces Niçois ? Eh bien, par exemple, pour Youssoufa Moukoko, il a marqué avec les espoirs allemands, ce qui est plutôt un bon signe. Je vois que William fait la moue, mais oui, je te rassure, il a marqué. Ali Abdi avec la Tunisie a joué 2 matchs face à Madagascar et la Gambie. Il a marqué le but de la victoire dans les arrêts de jeu face aux Malgaches. Il est sorti à l'heure de jeu face à la Gambie, alors que la Tunisie menait 1-0. Jérémy Boga est rentré à la mi-temps du match contre la Zambie. Il a ensuite joué contre le Tchad et est sorti à la 72e minute. Du côté de Marcin Bulka, 5-1 la défaite de la Pologne face au Portugal, avec en particulier un ciseau de Cristiano Ronaldo et une panenka de Cristiano Ronaldo face à Marcin Bulka. Ça fait beaucoup pour le Polonais. Il a été remplacé par Skorupski lors du 2e match. Voilà. Mais ça sera son rival pour ça va être son rival à Marcin Bulka. Et il enchaîne un petit peu les grosses défaites avec la Pologne. Un mot également sur Bombito, qui a joué 2 matchs face au Suriname, une passe D. Jonathan Klaus, donc, qui n'a pas joué avec l'équipe de France, qui s'est retrouvé blessé, et Evan Guessant, qui a joué face à la Zambie, sorti à la mi-temps. Il n'a pas joué le 2e match face au Tchad. Voilà, donc on est très exhaustif sur cette trêve internationale. Bravo à Philippe Bertilli pour ses petites notes et ses petites fiches. Alain, c'est toujours compliqué, là, ces trêves internationales. Ça arrive en plein milieu de saison, souvent pour des matchs amicaux. Là, il y avait des éliminatoires de la CAN, des matchs de Ligue des Nations aussi. Comment gère-t-on, quand on est entraîneur, de voir comme ça tous ces joueurs partir, et surtout quand ils reviennent un peu blessés ? C'est assez compliqué. Je l'ai vécu là, pendant 2 saisons avec QRM, puisque c'est en Ligue 2, il y avait beaucoup... que Viron. En Ligue 2, il y avait pas mal de joueurs qui étaient sélectionnés, mais dans des petites sélections, mais ils partaient quand même. Et donc, du coup, on se retrouve à moins nombreux, déjà. Ça, c'est déjà un problème. Donc, on récupère des jeunes pour pouvoir s'entraîner avec les autres qui sont restés. Ça, c'est la première chose. Puis après, on récupère les blessés,
souvent, ils reviennent blessés parce que dans leur sélection, les petites sélections, les staffs médicaux et compagnie, il n'y a pas grand-chose. Puis les voyages sont très très longs. Souvent, c'est des voyages par l'avion normal de ligne. C'est pas des avions privés comme certains joueurs. Et du coup, ils reviennent très fatigués et souvent, on a du mal à les faire jouer le match qui arrive, quoi. Est-ce qu'il faut mettre un terme, Romain, ces trêves internationales qui ne servent à rien en plein milieu de saison et pas tout faire jouer à un moment donné en fin de saison? Je pense que même si on veut on va pas pouvoir le proclamer. Il y a les règles de la FIFA, ça va être compliqué. C'est vrai que ça a cassé des dynamiques, surtout cette saison. Il y a eu 2 longues trêves comme ça. Mais bon, oui, celle d'octobre, celle de novembre. C'est ça. Ouais. Mais bon, après, il n'y a pas que le gym qui est dans ces conditions. Tous les clubs sont touchés. En Ligue 1, ils ont forcément des internationaux. Après, est-ce qu'ils reviennent avec 3 blessés d'une trêve? Je sais pas. C'est le revers de la médaille, Antoine, d'avoir pas mal d'internationaux, parce que fut une époque, il n'y en avait quasiment pas du côté de l'OGC Nice, mais là, de les voir faire des kilomètres, avoir du temps de jeu parfois, revenir un petit peu blessé, être pas forcément prêt pour jouer le match suivant avec son club, c'est le revers de la médaille? Oui et non, parce que des fois c'est bien d'avoir des internationaux, notamment parce que t'es plus, le club est plus sous le feu des projecteurs aussi, et puis ça prouve qu'il y a un certain quand même niveau au niveau de l'effectif. Après oui, quand on voit tous les blessés qu'il y a, les voyages sont très longs. C'est le revers de la médaille, mais c'est pareil pour la Coupe d'Afrique des Nations. Quand il y a la Coupe d'Afrique des Nations, tu perds tes joueurs pendant un mois, la plupart du temps aussi. Et là, c'est vrai que voir un peu plus, parfois. Voir un peu plus. Ouais. En plus, ils ne se blessent pas. Ouais. Donc, c'est aussi un choix. Puis maintenant, après, tous les clubs, effectivement, sont concernés. Donc, bon. Oui. Moi, c'est juste cette Ligue des Nations qui sert à rien et qui en fait enlève des matchs amicaux, des fenêtres amicales où les sélectionneurs pouvaient se permettre de faire tourner leur groupe, de faire de la rotation d'effectifs pour voir des joueurs. Aujourd'hui, ils peuvent Deschamps, c'est pas privé de... Oui, mais parce que tu as la chance d'être Ouais. l'équipe de France et d'être dans les 2 premiers de ton groupe sans trop forcer. Mais après, il y a des nations, ils jouent pour ne pas descendre en Ligue B ou Ligue C et de pas avoir des matchs encore plus ennuyeux à jouer. Donc, il y a de l'enjeu. Donc, en fait, ils peuvent pas tourner. Donc, les joueurs sont encore sous pression d'enjeux, d'objectifs. Donc, en fait, ils soufflent jamais, quoi. Donc, avant, ils avaient peut-être des fenêtres amicales qui leur permettaient ou d'éviter la sélection ou d'y aller en dilettante. Là, aujourd'hui, ils peuvent plus. Ils sont sur tous les fronts. Ça m'étonne pas qu'ils reviennent blessés. Il y a des internationaux, je me demande quand c'était leurs dernières vacances concrètes. Après, ça devient compliqué. En même temps, ils ont créé ça aussi pour mettre un peu d'enjeu parce que les matchs amicaux, en fait, ça servait pas à grand-chose. Ils disaient, puis il y avait... Sauf à faire souffler les joueurs. Voilà, sauf à faire souffler les joueurs. Est-ce qu'il faut tout le temps de l'enjeu? C'est ça aussi la question. Oui, c'est ça. À un moment donné, Alain, au niveau des équipes nationales. Moi, je pense que la complexité, quand même, c'est que les joueurs, maintenant, si tu mets plus d'enjeu, ils vont plus y aller. C'est ça le problème aussi. C'est dans les 2 temps. Après, je pense qu'il y a trop de matchs. C'est ça qui est la différence, c'est ça. C'est qu'il y a trop de matchs. Tu rejoins Rodri, tout ce que dit sur la cadence. Je pense qu'il y a trop de matchs. Il y a trop de matchs. Ouais, moi, je rejoins ça. Il y a trop de matchs. Alors, c'est vrai qu'on a enlevé la Coupe de la Ligue, tant mieux. On a 2 équipes de moins dans les championnats professionnels. Par contre, c'était pas obligé en Ligue 2, par exemple. Parce qu'en Ligue 2, il n'y a pas assez de matchs. Ça va être le contraire. À part quelques internationaux, mais c'est des internationaux entre guillemets, de petites équipes. Donc, souvent, ils ne se qualifient pas pour la CAN ou pour d'autres compétitions internationales. Donc, du coup, ils n'ont pas ces compétitions en fin de saison. Donc, du coup, eux, il va manquer des matchs. Manque des matchs. Moi, je pense qu'il va manquer des matchs. Pour les jours de... Et un autre paramètre, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus de matchs et ils durent plus longtemps. On joue plus 90 minutes. On joue 100, 105. Donc, des matchs à rallonge, plus de matchs. Oui, mais tu as 5 remplaçants. Voilà. Ouais, mais 5 remplaçants, il y en a quand même toujours qui jouent 100, 105 minutes, qui jouent tout le match. Donc, il y en a toujours. Bon, on va écouter Francaise, l'entraîneur de l'OGC Nice, justement, sur ce qu'il s'est passé du côté du centre d'entraînement pendant ces 15 jours de trêve internationale. Disons que la première semaine, on était 8, donc on n'a pas travaillé beaucoup collectivement, enfin, en structure en tout cas, puisqu'on était 8 entre les blessés, les internationaux et certains jeunes qui ont joué avec le groupe élite. Cette semaine, on a pu travailler différents systèmes, parce que je pense que d'ici la trêve de Noël, je pense qu'on aura besoin en cours de match, pour le finir ou pour le débuter, de s'adapter en fonction notamment de nos forces. Voilà, donc Francaise, c'était tout à l'heure en conférence de presse, il commence un petit peu notre débat qu'on aura tout à l'heure sur la défense à 4 ou pas face à Strasbourg, mais on va donc parler de cette cascade de blessés, et on va vous montrer 2 tableaux. C'est le nombre de blessés à l'OGC Nice depuis le début de cette saison, avec leur durée d'indisponibilité et le nombre de matchs
manqué. On voit que depuis le début de la saison, pour Mofi et Sanson, ils ont loupé, ils reviendront beaucoup plus tard. On va d'ailleurs reparler de Morgan Sanson tout de suite dans un instant. Gaëtan Laborde, lui, est revenu, mais qui avait loupé 8 matchs. Hicham Boudaoui, 5 matchs. Melvin Barr, 4 matchs. Tom Louchet, 3 matchs. Sofiane Diop, 5 matchs aussi. Tanguy Ndombele, 5 matchs. On parle sur 15, hein, c'est sûr. 15 matchs, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. Donc là, tous ces joueurs-là, au moins un tiers de matchs en moins de jouer depuis le début. Youssouf, 4 matchs, en attendant peut-être un 5e ce week-end. Jérémy Boga, 4 matchs. Et puis les autres, à un match pour Mendy, Abdelmonem, 2 matchs pour Dante. Un match à venir, un match déjà pour Jonathan Klaus et à venir certainement le week-end prochain. Et puis Mohamed Ali Choua également, loupé 2 matchs. On n'a pas encore mis de match pour Ali Abdi parce qu'il n'est pas encore officiellement forfait. Il n'a pas encore joué, en tout cas, il n'a pas encore manqué ses matchs. Et pareil pour Victor Orakpo, c'était la petite nouvelle que nous a donnée François Francaise. Francaise, je vais y arriver. Francaise, je suis passé par tous les prénoms. Francaise, tout à l'heure. Alain, la liste est longue, elle est très longue. Ouais. Comment il fait Francaise là? Ça va être compliqué, je pense. Hein. C'est bien qu'on n'a pas de blessés. La première année, il y a 2 saisons en arrière, on n'avait pas de blessés, très très peu. Donc c'était génial parce que du coup, on a pu faire une saison très très correcte par rapport à notre budget. Et là, je vois Francaise avec tous ses blessés. C'est ce qui s'est passé aussi l'année dernière avec ERM, où on a eu beaucoup de blessés. Et du coup, on s'est retrouvé en bas, quoi. Et donc là, je pense que c'est difficile d'avoir autant de blessés et gérer. En plus, c'est des joueurs clés, hein, parce que je pense que Jonathan Klaus, on sait qu'il est international et puis qu'il amène beaucoup, moi je trouve, dans le couloir. Et puis l'autre côté, Ali Abdi, moi je il amène énormément. Et puis nous, moi joué contre lui, j'ai eu la chance de voir jouer de près. C'est un très très bon joueur, c'est une très bonne pioche. C'est l'homme qui monte dans cette équipe de l'OGC Nice, effectivement. Ali Abdi, on le verra tout à l'heure dans le gymtomètre. Will, qui est fautif dans cette cascade de blessures? Les joueurs qui, malgré tout, sont pour certains fragiles, le staff technique qui leur demande un petit peu trop, les coups reçus à l'entraînement aussi de la part de coéquipiers, il y a un petit peu de tout ça? Un petit peu de tout ça, mais surtout il y a un historique, il y a une genèse en fait. Et pour en avoir parlé un peu avec des personnes du club en off, ils admettent une première erreur, le club. C'est dans le calendrier avoir enchaîné déplacement à Lecce et déplacement à Ipswich, les 2 derniers matchs amicaux, en moins d'une semaine. Ce sont 2 déplacements de plus de 5 heures. Et là, ils ont senti que ils avaient un peu trop tiré sur les organismes avec ces voyages trop rapprochés et longueurs. Et du coup, c'est là que derrière, tu as Boga qui se fait une blessure musculaire, Tom Louchet qui se fait une blessure musculaire, Mofi qui se fait mal au genou. Et après, Sanson, Laborde, c'est des choses différentes parce que c'est des contacts à l'entraînement. Donc là, on arrive sur un deuxième point. Le deuxième point, c'est le changement d'entraînement insufflé par l'arrivée de Francaise. C'est que ce sont plus de jeux, beaucoup plus de ballons, beaucoup plus de jeux. Donc forcément, plus de risques de contact, d'intensité de contact. Donc là-dessus, c'est aussi un paramètre à prendre en compte. Troisième chose, c'est l'effet domino. C'est-à-dire que quand tu perds Sanson tout de suite pour plusieurs mois, tu es obligé de faire jouer plus vite Ndombele, alors que tu savais que c'était un joueur qui avait besoin de monter progressivement en gamme. Tu es obligé de le lancer tout de suite. On en avait parlé de suite, de toute manière, quand il avait commencé à jouer, que c'était pas le timing rêvé, et derrière, il se blesse. Hicham Boudaoui, c'est pareil. Ne pas avoir Sanson dans la rotation lui permet de moins souffler, et il a des fragilités. Jonathan Klaus, c'est pareil. À l'OM, ils s'en plaignaient déjà qu'il avait ses blessures à répétition. Donc, il y a un peu de tout ça qui fait que, malheureusement, c'est dur de sortir de la spirale négative. Mais il y a aussi les erreurs commises par le staff médical, en particulier pour Morgan Sanson, Antoine, avec une erreur de diagnostic, comme l'ont révélé nos confrères de l'équipe. Et c'est vrai qu'ils l'ont reconnu après du côté de l'OGC Nice. La blessure de Morgan Sanson a été mal diagnostiquée au départ. Ils s'en sont expliqués. Bon, ça peut arriver, hein, personne n'est infaillible, les médecins non plus. D'une entorse, on est passé à une double fracture. Oui, mais apparemment, ça se voyait même pas sur les examens. Qui se voyait pas sur les examens, en fait, ils ont fait des premiers examens qu'ils ont montrés à des spécialistes qui eux-mêmes, les spécialistes, n'ont pas vu la fracture. C'est après 3 semaines et après le ressenti du joueur, quand au bout de 3 semaines, ces ligaments pour l'entorse devaient aller mieux, le joueur se sentait pas mieux, avait toujours des douleurs. Donc là, ils se sont remis en question, ils ont dit si au bout de 3 semaines, il a toujours des douleurs, c'est qu'on s'est peut-être trompé sur le diagnostic. Donc ils ont refait des examens, et là, ils ont vu la fracture. Parce qu'il fallait c'est compliqué, mais il fallait que l'os se recalcifie
pour que la fracture apparaisse. Romain, il y a aussi la fragilité de certains joueurs. On le sait, quand on prend un Hicham Boudaoui, quand on prend un Terem Mofi, on le sait que son genou, à tout moment, il peut craquer. Quand on prend un Youssouf N'Daye qui a été longtemps, souvent blessé aussi. Il y a aussi cette fragilité-là dans le recrutement de certains joueurs. Bah oui, clairement, ces joueurs-là, ils ont l'habitude d'être blessés, donc c'est pas une surprise de les retrouver blessés cette saison. Il y a William qui a fait une interview de Laurent Bessière, le directeur de la performance, cette semaine, qui était très intéressante. Et dedans, il spécifiait qu'il y avait eu 43 blessures et 21 musculaires. Et qu'en fait, on était dans la moyenne des clubs de Ligue 1. Donc finalement, pour des joueurs, donc il y a une partie effectivement qui sont sujets à des blessures, avec des cadences plus élevées avec la Coupe d'Europe cette saison en plus, ce qu'a expliqué William aussi. Donc tu avais des joueurs blessés en début de saison, tu as peut-être un peu tiré trop sur la corde sur certains autres qui ont été amenés à jouer davantage. Finalement, tu restes dans la moyenne. Bon, à vérifier, hein, je sais pas. Oui, parce que je vais te donner le contre-exemple. Ouais. C'est l'AS Monaco, par exemple, qui a les mêmes cadences infernales que l'OGC Nice avec un match tous les 3 jours. Il y a beaucoup moins de blessures Non, musculaires. pas beaucoup moins. Tu as beaucoup moins. Non, Ah, pas si, beaucoup moins. Non, si tu Les regardes sur 21 si tu regardes sur la blessures saison musculaires. dernière et ce Ah non, début non, de cette saison, saison, je te parle. oui, mais sur l'ensemble. Mais ils ont parce que- adapté leur préparation. Parce qu'attends, ça fait 4 mois qu'elle a commencé la saison. Mais ils ont adapté leur préparation. Oui, et bon. Adi Hutter l'a expliqué en donnant, verra. par exemple, des vacances au mois de juillet aussi, après la reprise des clubs. Est-ce qu'il y a une réflexion à faire, Alain, aujourd'hui, justement face à cette cadence infernale, ce nombre de matchs joués, dans la préparation des clubs? William parlait de ces doubles déplacements à Ipswich et Lecce. Est-ce que il faut peut-être changer le logiciel aujourd'hui? Moi, je pense qu'il faudrait peut-être équilibrer les temps de jeu par rapport aux joueurs. C'est-à-dire qu'en fait, c'est jamais facile, hein, parce qu'on a toujours envie de voir l'équipe type sur le terrain, évidemment. Mais le problème, c'est que l'équipe type sur le terrain à chaque match, vu le nombre de matchs qu'il y a, c'est pas possible. Je pense que c'est pas possible, parce qu'on a beau se dire, on le voit au rugby. Au rugby, les gars, ils jouent un match, ils rejouent la semaine d'après. Ils jouent pas en milieu de la semaine. Et, bon, alors, le rugby, c'est encore plus impactant, évidemment. Mais quand même, le foot, c'est impactant. J'ai joué, on a tous joué au foot à un certain niveau, et c'est impactant, le foot. Donc, en fait, à un moment, les micro-traumatismes qu'on se crée, ça pète. Et si on arrive à avoir moins de matchs, on ne pèterait pas. Avant, j'ai l'impression que les joueurs pétaient moins souvent. Parce que déjà, il n'y avait pas tous ces matchs, tout ce nombre de matchs. Et puis, il n'y avait pas aussi toute cette répétition qu'on voulait mettre toujours les meilleurs sur le terrain. Il y avait aussi un système où, par obligation, on faisait tourner. Mais ça veut dire quoi alors? Ça voudrait dire aussi d'avoir des effectifs beaucoup plus fournis encore? Moi, je ne dis pas des effectifs plus fournis. Un joueur à chaque poste, doublé. Donc, on double le Mais on poste le voit à Nice, et on tourne. ils ont normalement les postes doublés. Mais l'enchaînement des blessures fait qu'ils n'arrivent pas à avoir une équipe type. Ils n'arrivent pas. Et là, d'où la qualité de la formation derrière. Et le deuxième problème, on voit bien qu'il y a deux équipes quand même. C'est pas le même niveau entre l'équipe type et celle qui joue en Ligue Europa. Oui, on l'a vu effectivement. Mais c'est de plusieurs là reprises, en que le particulier club contre Ferencváros et insiste Twente. sur la nécessité de garder l'intensité qu'ils ont installée à l'entraînement. Parce que si tu baisses l'intensité que tu as à l'entraînement, ceux qui n'étaient pas partis pour être des titulaires ne vont pas avoir aussi un rythme de potentiel titulaire. Et c'est là que en fait, il faut ménager la chèvre le chou. Non seulement tu peux pas, oui, tu as des blessés, mais tu peux pas réduire l'engagement et l'intensité réclamée à ceux qui vont jouer, parce que sinon tu vas perdre en qualité le week-end. Tu es obligé d'avoir l'intensité d'entraînement, sinon c'est pas bon. Si tu es obligé d'avoir l'intensité d'entraînement. Si tu veux pas d'intensité d'entraînement, tu n'as pas d'intensité le match. Et c'est les résultats. Le club aussi s'appuie dessus. Quand tu arrives à 3 jours après des matchs de Coupe d'Europe, tenir en échec le PSG, tenir en échec Lille, battre Monaco, ça veut dire que quelque part, physiquement, tu es bon, tu travailles bien. Donc tu peux pas brider à l'entraînement. Et tout à l'heure, tu citais Monaco. Mais Monaco, il faut dire aussi que Hutter, il était déjà là la saison dernière. Donc ils se sont aussi adaptés aux méthodes de Hutter. Et je pense que voilà, donc ça aussi, je pense que ça joue énormément. Ils ont réfléchi dans leur préparation. Voilà. Il y a une préparation différente cette saison. Et puis moi, Monaco, par exemple, qui m'avait bluffé en mois de Ils avaient septembre. beaucoup blessé l'année dernière. Oui. Voilà, au mois de septembre, ils avaient battu Lyon 1-0, je crois, mais vous avez dominé tout le match. Et franchement, ils avaient fait un match presque référence à Lyon. Et le match d'après, Hutter, il a changé 7 ou 8 joueurs de l'équipe, alors qu'il restait sur un match référence. Tout ça pour justement faire tourner. Et en plus, il a ses joueurs en tête, il a ses méthodes. Et ça avait choqué personne. Et après, ils avaient fait aussi un résultat, je crois, la fois d'après. Mais après, comme le dit Romain, c'est aussi peut-être une question d'effectif. Aujourd'hui, l'AS Monaco a peut-être un effectif. Nice aussi a un bon effectif. D'avoir une équipe bis. On peut pas reprocher à Francaise de pas faire tourner. Ah non, de toute façon, il n'a pas le choix. Oui, non, donc, mais même s'il avait le choix, je pense qu'il le ferait. Il ferait tourner parce qu'il a un bon effectif, il essaie de doubler à tous les postes. Voilà. Mais moi, tu vois, je pense que c'est doublé à tous les postes, ça c'est ce qu'il faut.
Mais aussi, après, il faut faire confiance aux jeunes. Il faut avoir Voilà. le troisième. C'est-à-dire qu'il faut, alors, les Moi, deux, c'est mon avis. Les deux, plus le troisième, quel jeune? Le jeune qui est là, qui est prêt à rentrer, parce qu'à un moment ou à un autre, de toute façon, si on veut des joueurs qui arrivent dans le club, il faut bien qu'ils jouent à un moment ou à un autre. Donc, si on les fait jamais jouer quand les deux devant sont blessés, ce qu'on a déjà vu dans plein de clubs, hein, ils changent les postes, on change les postes des joueurs, le central il passe à droite parce qu'on ne veut pas faire jouer le jeune. Et c'est une erreur, parce qu'à un moment ou à un autre, on veut faire du trading aussi, parce que c'est la mode en ce moment. Et si le jeune ne joue jamais, on ne pourra jamais le vendre. Donc l'objectif, c'est peut-être que quand les deux sont out, faire jouer le jeune, c'est logique. Est-ce que le jeune est au niveau? Voilà, parce qu'on l'a vu par exemple avec Isiaga Kamara. Mais non, mais Isiaga est au niveau. C'est un contexte de match, mais c'est un Isiaga, jeune qui est rentré Ouais, mais- parce qu'il y avait 4 ou 5 Oui, milieux mais qui ne pouvaient attends. plus jouer. Moi, je suis d'accord, William, mais le jeune, quand il démarre, il ne peut pas être au niveau. C'est impossible, ça n'existe pas. Moi, on me faisait la réflexion, il y a très longtemps. On me disait, qui c'est qui est capable de jouer aujourd'hui en pro dans les 18 ans? Je dis, j'en sais rien. Honnêtement, tant que tu l'as pas vu jouer le gamin, tu peux pas dire s'il a le niveau ou pas le niveau. C'est complètement ridicule de dire que quelqu'un a le niveau ou pas le niveau. Quand tu passes le bac, tu l'as ou tu l'as pas. Tu as le niveau du bac ou tu l'as pas, mais tu l'as passé. Tu essaies de le passer. Tu dis pas avant le bac, j'ai pas le niveau, j'y vais pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Là, c'est pareil, on ne veut pas les mettre sur le terrain, et derrière, on dit il n'a pas le niveau. Tu sais pas. Il a le niveau en 18 Peut-être ans. qu'il l'a. En 18 ans, il a le niveau. En 18 ans, le niveau est largement au-dessus Ouais. du niveau. Donc Après, peut-être il y a qu'il faut un le faire jouer. monde. Ouais. Il y a un monde, évidemment qu'il y a un monde énorme. Mais si tu le fais pas jouer, comment tu peux voir s'il a le niveau ou pas? Moi, c'est ça qui Mais me à gêne. l'entraînement, ça se voit quand même, peut-être aussi, non? À l'entraînement, ça se voit. Mais Non, par contre, quand il est avec les pros à l'entraînement. oui, mais sur le terrain, le match, le stress, La pression. la pression, il y a des gamins, ils les ressentent pas. Ouais. Il faut l'envoyer à Lausanne. Mais là, on Envoyé à touche à Lausanne. un point sensible qu'a évoqué d'ailleurs Franquet tout à l'heure en conférence de presse, c'est qu'il n'y a pas d'équipe bis aujourd'hui à l'OGC, il n'y a pas d'équipe de jeunes, c'est la D5, il a expliqué tout à l'heure. Après, il y a une équipe, il y a un groupe élite, C'est un comme on groupe appelle élite, ça. quand même. Oui, Ouais. comme on appelle ça maintenant, mais avec moins de matchs. Qui a au battu final. la Real Sociedad Oui, d'ailleurs. mais avec moins de matchs que si tu faisais un vrai championnat, avec moins de compétitivité, moins d'enjeux, moins d'occasions peut-être d'aller voir ce que vos joueurs. Donc tu touches aussi à cette limite-là. Bah oui, moi j'ai pas compris ce système, ce choix-là, parce que tu as des joueurs qui forcément ont besoin de jouer davantage. Je pense, le Victor Orakpo par exemple, il est blessé en ce moment, mais quand il joue pas avec les pros, il lui faut des vrais matchs aussi à ce joueur pour continuer de garder un rythme, de se montrer, de marquer des buts même. Parce que un attaquant qui marque des buts, il faut qu'il continue de marquer des buts, même le Et il a week-end. marqué beaucoup l'année Même dernière. contre l'équipe Un de régional 1, ouais. Voilà, même contre une équipe de Pimpin, mais tant qu'il marque et qu'il garde son geste devant le but et sa confiance, Tout à fait. eh ben, c'est très important, important. aussi. Donc c'est un choix, moi, que j'ai beaucoup regretté, c'est cette D5 qui ne sert à rien, en fait. À part faire plaisir aux c'est une salariés. obligation. Non. C'est une Oui, c'est obligation. l'obligation. ouais. Mais qu'est-ce qu'elle apporte au club? Rien. À part Ah non. le plaisir pour les kinés, les mecs de la com ou les salariés de jouer le dimanche. Bah après, Super. attends, tu peux piocher dans la réserve. T'as Jérémy Pied, Jadjedje, voilà. les jeunes voix. Non, mais c'est vrai que ça manque de moi, je sérieux. suis assez d'accord sur ça, que c'est une erreur. Ben Et moi, ouais. j'en parlais avec Claude Puel à l'époque quand il était là. Lui, il voulait pas de championnat de réserve parce qu'il disait que justement le championnat, on était à N2 à l'époque, on était un plus haut, mais même à N3, N2, c'est des championnats, même si on rencontre des équipes parfois pas très bonnes, par contre, c'est des adultes. Donc en fait, il y a une adversité forte au niveau athlétique, au niveau expérience, qui fait que les jeunes, ils s'aguerrissent en se tapant dans les adultes. Quand on tape dans l'adulte, moi j'ai eu la chance de démarrer très tôt quand j'étais joueur, à 16 ans, je jouais en 3e division à l'époque, c'était à la réserve de Nice. J'ai tapé dans des adultes. Et à un moment, on se dit, c'est peut-être comme ça que je suis peut-être arrivé à être professionnel. Je pense que ça manque. On est un peu dévié sur la formation, on en reparlera évidemment parce que c'est très intéressant avec toi Alain, mais j'aimerais qu'on écoute aussi d'abord Franquez sur le côté, est-ce qu'il y a une remise en question, est-ce qu'il y a des discussions avec la cellule de performance. Écoutez le coach niçois. On réfléchit sur tous les nouveaux protocoles. Il y a des protocoles très très stricts avec des points de données sur la récupération post-match où les joueurs ont plein de points à aller chercher pour que leur récupération soit la meilleure. On travaille sur la nutrition, sur l'hydratation, sur des tests les matins, sur des tests objectifs, des tests subjectifs. Donc il y a beaucoup de choses qui sont mises en place au club. Et puis après, je vous dis, il y a malheureusement des choses qu'on ne maîtrise pas. D'ailleurs, on ne maîtrise pas tout ce que font les joueurs, d'une manière générale. À commencer par ça. Mais on essaye de faire du mieux possible et voir ce qu'on peut encore améliorer. Voilà. Ce que l'on peut améliorer. Est-ce que vous avez des pistes alors vous n'êtes pas préparateur physique, préparateur sportif, mais qu'est-ce qu'on peut améliorer aujourd'hui dans le quotidien d'un joueur de Ligue 1
pour réduire les blessures. Mais Francaise l'a déjà expliqué quand il est venu dans notre émission. Il fait des choses qu'il n'avait jamais fait auparavant, comme donner des jours de repos en pleine semaine à 3 matchs à ses joueurs. C'est quelque chose qu'il ne faisait jamais. Donc c'est déjà une forme d'adaptation à cet effectif actuel, à cette problématique actuelle. Et comme on le dit depuis tout à l'heure, faire plus que ça, c'est compliqué. Et il y a un paramètre qu'il évoque à demi-mot, mais c'est aussi ce que font les joueurs chez eux. Voilà, l'entraînement tu invisible. peux faire ce que tu veux. C'est ça. Tu peux faire ce que tu veux. Une fois que le joueur arrive à 8h le matin, tu l'as entre les mains. Hop, séance, petit déjeuner, séance, et que récupère tout. À 14h, quand il s'en va, tu sais plus ce qu'il fait. Il n'y a plus la sacro-sainte sieste, Alain, que les joueurs faisaient avant. Dante l'a fait encore. Hein. Mais c'est pour ça qu'il joue C'est pour ça qu'il joue qu'à C'est ça. 40 ans. Voilà. C'est l'ancien temps, la sieste. C'est vrai que j'entends plus trop parler de sieste pour Non. les joueurs. Non, mais On c'est n'entend vrai, plus trop parler de sieste. Ouais. Mais t'as Melvin Barnes qui avait un cuisinier personnel, je Voilà, crois. mais, mais ça fait Par partie des Melvin, des joueurs qui ont pris leurs responsabilités personnelles à la maison avec un prépa individuel, un cuisinier à la maison, un rythme de vie qu'il s'est instauré. D'autres ne le font pas. Oui, et puis même en dehors du fait que certains ils sont pas sérieux, ça je l'accorde et c'est normal, mais en même temps quand même c'est leur métier, je pense qu'ils sont quand même là et qu'ils ont envie de l'être, et ils ont envie d'être titulaires surtout, donc ils essaient de faire au mieux. Il y a la vie familiale aussi, qui est difficile quand tu as un enfant en bas âge, ou tu as une femme difficile. Ça arrive, parce qu'elle a envie d'aller faire les magasins, qu'elle a envie de sortir, c'est normal, il faut sortir les enfants, il faut amener peut-être les enfants à l'école, il faut aller les chercher. La sieste, parfois, c'est compliqué aussi. C'est des choses pas faciles. Pas facile à gérer. Il y a un outil, ça, pour les clubs, que je utilise depuis un moment. Tous les matins, quand un joueur arrive au centre, il a une tablette et il répond à des questions. Est-ce que tu as bien dormi? Est-ce que il y a un souci particulier à la maison? Est-ce que ci, est-ce que ça? Pour pouvoir déjà juger l'état mental du joueur. Encore faut-il que le joueur Et adapter. Oui. Mais c'est en quelque sorte entre lui et le staff. Mm. Donc en fait, ses coéquipiers ne le sauront pas. Oui, mais très compliqué. C'est quoi? Je t'assure, c'est très compliqué. Jusqu'à 3h du matin. Quoi. C'est très compliqué parce que s'il dit. Faut avoir une montre connectée. Non, mais le Tu problème, c'est la gardes que. Dit combien de Mais oui. Ouais, le problème, c'est que le joueur, Ça s'il calcule tout. dit un truc, il dit voilà, qu'il a joué à la play jusqu'à 3h du matin. Au staff. Le staff, il va dire attends, lui, c'est bon. Mais s'il dit pas la nier. mon bébé de 3 mois, par contre, n'a pas dormi de la nuit, donc du coup. Ça, c'est intéressant. Voilà, ça c'est autre chose. Tu dis j'ai pas dormi de la nuit parce que le petit a fait que de. T'adaptes ta journée d'entraînement pour ce garçon par rapport à ce qu'il te dit. Mais c'est difficile d'avoir la vérité. Oui, voilà. C'est très difficile. L'entraînement invisible, effectivement, fait partie aussi de ces raisons pour lesquelles il y a peut-être des blessures du côté de l'OGC Nice, la fragilité des joueurs, la cadence des matchs. Tout cela, évidemment, un dernier mot. Dernier point, dire que quand même l'OGC Nice, avec 19 joueurs blessés depuis le forfait pour blessure, n'est pas le premier club le pire. Il y a devant, il y a Le Havre et Montpellier qui sont pires. Et Oui, ils sont à dernier avant-dernier. 22-24. Mais Genre juste au et bout. juste derrière Nice, Ouais. tu as les clubs européens comme Lille, tu as Lyon, ils sont à 15, 16, donc ils sont pas si loin de l'OGC Nice. Donc c'est pas non plus Nice et le reste du monde. Nice est à une fourchette de 4-5 blessures près, comme tout le monde. C'est vrai que du côté de Lille aussi, avec ses cadences, il y a pas mal de monde. Également, sur le flanc, avant de passer au focus et à Sofiane Diop, on va faire un petit indiscret. Tiens, c'est parti. Un petit indiscret, mon cher Will, qui concerne un changement d'équipementier du côté de l'OGC Nice. Il y avait quelques rumeurs qui commençaient à sortir comme ça sur les réseaux, et tu as eu la confirmation que l'OGC Nice et le Coq Sportif, c'était terminé. Ouais, pour des raisons surtout économiques. Coq Sportif n'est apparemment pas une entreprise en pleine santé. Donc je pense que c'est d'un accord commun que voilà, les partenariat va s'arrêter et l'OGC Nice est en très très bonne voie pour être équipé l'année prochaine par Kappa. Kappa, équipementier italien. Le Coq Sportif aura duré 2 ans seulement du côté de l'OGC Nice. C'est dommage. Oui, parce que c'était pas. Ouais, c'était pas mal. C'était historique, ça nous rappelait les 70. Il y a eu des soucis avec le Coq soucis Sportif. d'approvisionnement. Voilà, l'approvisionnement notamment. Début de saison, l'OGC Nice a manqué de pas mal attendait beaucoup d'équipements qui sont arrivés très tard. Donc voilà, il commençait à avoir un fonctionnement qui, de par les problèmes économiques du Coq Sportif, faisait que voilà, c'était plus envisageable de continuer le partenariat. Pourtant, le Coq Sportif, c'est eux qui ont équipé l'équipe de France au JO, c'est eux qui ont équipé l'équipe de France de rugby, ils se sont fait prendre le marché par Adidas, ils doivent plus de 6 millions, je crois, à la Fédération française de rugby, et ils ont un déficit énorme, c'est une entreprise franco-suisse maintenant. Oui, et pourtant, ça a cartonné pendant les JO. Et oui, les vêtements, et voilà. Et ils ont été aidés par l'État, ils ont Ouais, été oui. aidés par l'État, mais ça n'a pas suffi à
On verra combler le donc gouffre. une marque italienne donc, qui rejoint l'OGC Nice. C'est la première fois que Kappa va équiper. Parce qu'on avait déjà eu Macron en Il y a italien. eu Macron, Et Lotto. il y a eu Burda, Et il y a eu Lotto. Lotto, il y avait eu... Mais Burda, c'était pas. Non, Non, c'est mais pas Burda, italien. c'était pas italien. Non, c'est pas italien, je sais. Non, mais Non, il y mais là, on avait parle les autres d'Italien. équipementiers. Ouais. Macron, Oui. c'est italien. Macron Et Lotto, et c'est italien. Lotto. Ouais. C'était- Et Kappa, ils ont déjà une équipe à Monaco, non? Ils n'avaient pas fait Monaco? Ouais, Ils ont eu Monaco. Ils ont eu ils ont eu Monaco il y a pas Monaco, longtemps. ouais. 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 Exact. Voilà. C'est pas mal, Kappa. À venir donc pour l'OGC Nice, on sera évidemment très attentif au design de ces nouveaux maillots. Je sais que vous, les supporters, vous adorez avoir ces petites indiscrétions concernant les maillots, les équipementiers, et on verra ça donc à partir de la saison prochaine. C'est l'heure du focus pour Sofiane Diop. On y va. Buteur face à Lille, le but de l'égalisation du 1-1, Sofiane Diop revient enfin après beaucoup de blessures, après de passages compliqués. Romain, toi tu l'as connu quand tu suivais aussi l'AS Monaco, Sofiane Diop. C'est vrai que quand il est arrivé ici, on en attendait monts et merveilles parce que c'est un joueur très talentueux. Au final, pour l'instant, il n'avait pas réussi à nous montrer grand-chose. Ben, c'est ça, puis on attend beaucoup parce qu'à chaque fois on rappelle le montant de son transfert, une vingtaine de Alors ça, il millions. n'est pas responsable. Hein. Non, bien sûr, mais que ça a créé de l'attente. Et 18 oui, millions 22. ouais, c'est Non, ça, 22. plus de 22. 20 millions. 22-20, Ouais. c'était le plus haut transfert avant l'époque. l'arrivée de De Mofi. Mofi. Donc son talent, il l'a toujours, il le démontre avec parcimonie de temps en temps, mais c'est ça, c'est son physique qui le rattrape. Après, la thématique, c'est en reconquête. Pour moi, c'est un peu trop tôt pour dire qu'il est en reconquête. Il a démarré sa reconquête. Vraiment doucement alors, parce que il a repris, ça fait un moment qu'il a repris. Il a repris le 14 septembre à Marseille. Donc ça fait plus de 2 mois. Et j'ai mais comptabilisé. Et ça faisait un an qu'il jouait pas. Non, d'accord, mais bon, et j'ai comptabilisé, il a fait 8 apparitions en Ligue 1, 17 minutes de temps de jeu en moyenne, et 4 en Ligue Europa, 37 minutes de temps de jeu en moyenne. Donc il a un rôle minime dans l'équipe, et la seule titularisation, c'était contre Twente, qui a fini sur un carton rouge. Effectivement. On va regarder les stats, justement, puisque tu parles de statistiques. Les stats de Sofiane Diop depuis son arrivée à l'OGC Nice, on est en train de s'envoler sur le plateau. Qu'est-ce qui se passe? C'est la climatisation qui nous fait un petit peu de bruit, mais c'est pas grave. 50 matchs joués, 4 buts, 6 passes décisives seulement pour Sofiane Diop depuis donc son arrivée du côté de l'OGC Nice. Oui, c'est évidemment, voilà, on attendait beaucoup de lui. Il y a eu ces blessures à répétition, il y a eu cette longue blessure d'1 an, mais de ce que, et on l'écoutera tout à l'heure, de ce que l'on a vu en tous les cas tout à l'heure en conférence de presse, on sent un Sofiane Diop complètement un renouveau pour lui. Moi, franchement, j'étais déçu des débuts de Sofiane Diop. Je trouvais que son histoire avec l'OGC Nice n'avait jamais vraiment démarré. Et ses 2 dernières prestations, et surtout son entrée contre Lille, m'avaient confié. Enfin, je ressentais vraiment qu'il avait changé son attitude, qu'il avait vraiment faim, qu'il avait vraiment envie d'aider cette équipe. Et il l'a confirmé aujourd'hui en conférence de presse, où j'ai trouvé franchement un Sofiane transfiguré. J'ai perdu de vue le petit boudeur, le joueur qui était talentueux mais un peu caractériel, qui avait un peu des tensions souvent avec ses entraîneurs quand il jouait pas, il boudait ci et ça, c'était toujours la faute des autres. Et là, il était rayonnant, il a été déterminé, il a eu des mots très justes, et je trouve que il a compris quelque chose pendant cette période d'1 an qui a été très 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 compliquée pour lui. Il y a même eu des questions Arrêter sa carrière. d'arrêter peut-être pas, mais de pouvoir jouer à ce niveau-là. Par contre, voilà, de devoir descendre ses ambitions, quoi. L'équipe nationale, c'est fini. Les top clubs Ligue 1, c'est fini. Donc, il y a eu vraiment une inquiétude, et je pense que ça a un peu remué toutes les idées qu'il avait en tête et ses certitudes, et que là, vraiment, on retrouve un Sofiane remobilisé, déterminé, et je suis très confiant sur la suite. Je pense que vraiment on peut retrouver un joueur qui va amener énormément de choses parce qu'il a un profil différent, qui est capable de venir dans l'axe, qui est capable de partir de côté, techniquement qui amène une touche en plus, sur les coups de pied arrêtés aussi. Donc on est en train de tourner, je pense, un nouveau chapitre intéressant. Ton regard, Alain, sur Sofiane Diop? Je pense que c'est un joueur très talentueux, et je pense que c'est un joueur qui est arrivé vite aussi avec Monaco, et peut-être qu'il a oublié un peu qu'il faut souffrir sur le terrain à un moment. Et je pense qu'il a oublié ça à un moment. Et je pense qu'il est en train de. En dehors du terrain. Oui, il a souffert en dehors, mais je pense que le fait aussi de pas revenir, ce que disait Romain, c'est que en fait, je pense pour lui, c'est normal d'être là.
Et non, il n'y a rien de normal. Il faut toujours s'arracher, il faut toujours se battre, il faut toujours travailler, il faut toujours courir, il faut tout faire, quoi. Et là, je pense peut-être que c'est bien s'il prend ça parce qu'il a vraiment une qualité énorme. Et il a dit, j'ai compris la chance que j'avais d'être sur le terrain. Donc ça veut dire quelque chose quand même. Parce que comme disait Alain, des fois les joueurs ne se rendent pas compte que c'est une chance de pouvoir c'est extraordinaire, bien sûr. Et là, il a fait quand même, il a fait que 12 matchs et que des petits bouts de match, hein, mais il en a déjà 2 buts et 2 passes décisives malgré tout. Les stats sont fort corrects. Hein. L'année dernière, il avait fait 10 matchs pour 0 but. 0 passe D. La première saison, j'avais noté 28 matchs, 2 buts, 4 passes décisives. Donc là, il est parti malgré tout sur des stats plutôt corrects. Et puis c'est un joueur qui a quand même signé 5 ans en 2022. Il l'a jusqu'en 2027. Donc peut-être qu'un peu à un moment donné, il s'est reposé un peu sur ses lauriers. C'est moi, j'ai un bon contrat, tout ça. Et puis là, les blessures, comme disait William tout à l'heure, comme disait Alain, il s'est rendu compte qu'il fallait sortir, se bouger les fesses, on va dire. Blessure au pied pour Sofiane Diop, qui a longtemps tenu le noyau du terrain, quasiment un an. Peut-être qu'il a mentalement et qu'il prend conscience. Voilà, il a pris conscience. Il prend conscience que maintenant il faut y aller parce qu'il commençait à vieillir et puis 2027 ça va arriver aussi, pas vite mais ça va arriver et puis il faudra bien qu'il trouve un club aussi. À un moment ou à un autre, s'il ne performe pas, il n'aura pas de club. Alors justement, on lui a posé la question à Sofiane Diop tout à l'heure en conférence de presse. Est-ce que c'est un nouveau départ pour lui? Écoutez sa réponse devant la caméra de Philippe Berti. Personnellement, je l'ai pris comme un nouveau départ. Il y a ce qui s'est passé avant et ce qui se passe après la blessure, c'est à moi de l'écrire tout simplement. J'ai totalement faim. Maintenant, faut contenir aussi cette faim parce que voilà, on joue dans un championnat assez compétitif et on joue aussi en Coupe d'Europe. Donc, faut mettre tout ça en œuvre et aussi rester concentré. Être humble, bosser, on sait le faire, on a la qualité du groupe. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire sur le terrain. Voilà, Sofiane Diop qui a faim. Will, c'est quoi sa meilleure place, Sofiane Diop? On n'arrive pas encore à savoir réellement si c'est un milieu derrière les attaquants, si c'est un joueur de côté. Il est polyvalent, certes, mais du coup, on connaît peut-être pas bien sa place. Moi, je trouve que dans le système actuel de Francaise, en 3-4-2-1 et non 3-4-3, c'est un positionnement qui pourrait très bien lui convenir en partant d'un côté, mais en se recentrant dans l'axe. Il a la qualité technique pour faire donner cette dernière passe, pour faire le lien entre la défense et l'attaque. Il peut aussi jouer, il a déjà fait en double pivot, un peu plus bas, mais je pense pas que ce soit là où il s'exprime le mieux, là où il se plaît le plus. C'est un joueur qui est attiré par le but adverse quand même s'il travaille. Défensivement, c'est un travailleur, c'est pas non plus un flemmard, mais il a besoin d'être proche du but et il a la qualité pour faire des passes D et marquer. Justement, Alain, on l'attend sur des stats. Maintenant, peut-être, Sofiane Diop, le temps de jeu, certes, il va en obtenir, mais voilà, faire gonfler un peu les stats. Ouais, mais je pense qu'Antoine, il a dit, c'est déjà pas mal de buts, de passer décisives avec peu de temps de jeu. C'est pas mal. On sait que c'est un joueur qui a ce talent-là. On sait qu'il comme disait William, il aime le but, il aime aller vers le but. Il faut le faire jouer près du but. C'est une certitude. Oui, couloir peut-être, dans l'axe peut-être. Après, il faut s'en servir. En tout cas, il faut s'en servir. Je pense que c'est un joueur qu'il faut s'en servir. Et le but qu'il met en fait contre Lille, comme ça, on ne voit pas parce que c'est dans une forme de jambe. Mais c'est une Madjer. Il met quand même une Madjer. Donc il fait le geste juste. Parce que s'il met pas la Madjer, je pense qu'elle rentre pas la balle. Hein. Alors Michel Platini disait qu'une talonnade c'était un geste loupé au départ. C'est parce que le joueur est trop en avant, trop en retard. Non mais c'est effectivement ce geste et comme on lui a demandé en conf aussi et sa réaction derrière, il n'y a pas eu de diffusion de joie énorme. Il est allé prendre le ballon et genre il faut aller parce que il était aussi dans une dynamique, je trouve, de aller chercher encore plus. Et j'aime bien quand les joueurs ne se satisfont pas de ce qu'ils viennent de faire. Ça montre un état d'esprit collectif. Voilà, et surtout d'aller chercher plus encore. Et c'est ça que, au-delà de son but, qui est un beau geste, c'est sa détermination qu'il a mis après son but que je trouve très intéressant. Et il obtient le coup franc de l'égalisation. Exactement. Il a fait une très bonne mi-temps contre Lille, il a métamorphosé le jeu du gym. Mais une mi-temps, comme il l'a dit lui-même, le reste est à écrire. Une mi-temps sur le dernier match que le Logis Nice vient de disputer. Donc le reste. Voilà. Il faut qu'il enchaîne. Ouais. C'est ça. Contre Twente, il a été pas mal aussi. Il a été pas mal. Après, trop de fougue, le rouge, il le prend, parce qu'il met peut-être trop aussi d'envie. Parce qu'il prend par derrière, il a expliqué tout à l'heure, il prend le joueur par derrière, il tacle par derrière. S'il était venu de côté, il aurait pris que jaune. Oui, et puis il faut se dire que quand on est joueur de foot, quand on joue pas, on a un manque de jeu. Et donc, on veut montrer quelque chose. Parfois, on va un peu trop loin. Dans une équipe qui était complètement amorphe en première mi-temps contre Twente. Il y avait deux joueurs pour moi sur le terrain, c'était Sofiane et Isiaga, qui en a fait trop aussi dans l'engagement, mais lui, il y était.
Voilà donc ce que l'on peut dire par rapport à Sofiane Diop, et on suivra évidemment attentivement ses performances, comme on suit les performances de tous les joueurs. C'est le rendez-vous, on va dire, mensuel du Gymtomètre, qui va nous être présenté par Antoine. On y va, le Gymtomètre. Le Gymtomètre, c'est donc le classement des notes de Nice Matin. Juste, Antoine, la petite précision, ce sont donc Will et Leandra qui mettent ces notes. Et là, on a jugé par rapport à 8 matchs. Oui, c'est sur 15. Sur 15. Et il faut avoir joué au moins une mi-temps pour être noté. Voilà. Donc, on va découvrir le top de ce mois-ci voilà. du côté du Gymtomètre. Le top 3. Top 3. On y va. Voilà, ça c'est en moyenne générale. Hein. Oui, on a compris. Oui, voilà, mais c'est pas de ce mois-ci. Ouais. Non, c'est la moyenne générale depuis le début de la saison. Ouais, depuis le début de la saison. Alors, donc, Guessa en tête, c'est quand même le meilleur joueur en ce moment de l'OGC Nice, donc c'est plutôt logique. Alors, ce que j'ai remarqué quand même chez Guessa, en reprenant toutes ses notes, c'est qu'il a quand même eu 4 notes sous la moyenne sur les 15, mais quand il fait des bonnes prestations, il a eu 3-8. 3-8 sur 10, qui est quand même de super notes, hein, contre Angers, Saint-Etienne et contre Monaco. Et il a eu 3-7 contre Paris, Nantes et Brest. Brest, où il avait été très très bon, il avait marqué d'ailleurs le but du 1-0. Ndombele qui joue pas beaucoup, mais qui au final reste assez haut dans ce classement. Ndombele, c'est surtout pour son début de saison, parce qu'il récemment il a été blessé, puis là il a joué contre Twente et Lille, des parties on va dire en demi-teinte quand même. Donc c'est surtout grâce à son début de saison qu'il a cette note de 5,7, cette moyenne, parce qu'il avait été très bien noté en début de saison. Bon. Et Boudaoui à 5,6, c'est parce que c'est tout simplement le chouchou de Will. Hein, voilà, on va dire ça comme ça. Non, tout simplement parce que... Il n'a pas besoin de moi. Tout simplement parce que ça fait un mois qu'il joue plus et qu'il est resté sur la moyenne qu'il avait la dernière fois, qui était assez bonne. Donc il n'a pas bougé à ce niveau-là. Donc, un mot, Alain, sur Evan Guessant, qui est donc dans le numéro 1 pour l'instant des notes du côté de Nice Matin et de l'OGC Nice. C'est un joueur que vous avez vu, que vous avez connu, évidemment, Evan. Evan, moi j'ai eu la chance d'aller le chercher à Marseille avec Franck Salle à l'époque, qui était directeur du recrutement des jeunes. Et du coup, je suis très content, et on l'a récupéré à 13 ans. Il est venu à la préfo chez nous. Il était interne au Parc Impérial. Donc, il faisait ses classes en 14 ans, 15 ans. Et puis après, il est passé au centre de formation. Et il était assez performant déjà. Hein. En jeune, quand je l'ai vu à 13 ans avec la SPT de Marseille, c'était au-dessus, très largement au-dessus. Et il était au-dessus dans beaucoup de catégories. Ouais. Donc, c'est normal qu'il soit là, quoi. Ouais. Quelle est sa marge de progression aujourd'hui? Parce qu'on a le sentiment qu'il apprend à chaque match, Evan Guessant, au final. Moi, je pense que c'est pas un joueur qui a une confiance totale en lui, même s'il fait paraître, mais je pense qu'il manque un peu de confiance en lui. Il faut qu'il soit encore plus confiant en lui. Il faut qu'il soit plus précis devant le but, on va dire, plus tueur. On va dire plus tueur, même s'il est capable de marquer quand même, on l'a vu, hein, il a marqué quand même des buts, il est capable de faire des passes. Ce qui est bien, c'est que c'est un joueur qui fait les deux. C'est pas un joueur que centré sur lui-même, c'est un joueur altruiste, qui est donc capable de faire les deux. Donc pour une équipe, je pense que c'est hyper intéressant. Et puis en plus, c'est un joueur qui joue à plusieurs postes. Tous les postes offensifs, il peut jouer. Mais toi, tu pensais à une époque qu'il aurait pu percer plus tôt? Parce que là tu le reconnais que cette saison, vraiment, par rapport à quand il était en jeune. C'est ça. Oui, je pense qu'il aurait... Mais parce que je pense qu'il a la confiance. On pense qu'il a confiance en lui, mais c'est pas ça. Il n'a pas vraiment confiance en lui. Il n'a pas assez confiance en lui. Les prêts successifs, ça lui a fait du bien, je pense, parce qu'il a dû s'adapter à d'autres groupes, travailler dans d'autres groupes, travailler d'autres entraîneurs. Donc ça, je pense que ça lui fait du bien. Et maintenant, je pense qu'il arrive à maturité. Maintenant, il faut se dire qu'un joueur, 23 ans, c'est normal qu'il arrive à maturité à 23 ans, parce qu'on est tous là à dire il faut qu'ils arrivent à 17 ans, à 18 ans, ils doivent jouer en pro. Mais combien de joueurs ils jouent à 18 ans en pro? Je parle titulaire régulièrement. Les jeunes, quand il jouait avec toi, il était vraiment au-dessus du lot. Alors pas tout le temps. Non, un peu comme là. Je vois les notes là. Bon, je n'avais pas fait attention aux notes parce que c'est pas quelque chose que je regarde beaucoup, mais oui, ça m'étonne pas qu'il ait des notes en dessous de la moyenne, parce que c'est un peu parfois un joueur qui s'oublie, qui est pas présent dans le jeu, et qui oublie un peu d'être là. Enfin, pas qu'il oublie d'être là, c'est un peu dur ce que je dis, mais il sort un peu du match. Et du coup, c'est là qu'il devient moins bon. Mais quand il est dans le match, il est au-dessus. Ouais. On va passer au flop 3 de ce Gymtomètre, avec les 3 moins bons joueurs aux notes de Nice Matin, avec Jérémy Boga, donc, qui clôt la marche des 12 joueurs notés pour le moment et qui figurent dans ce classement. Jérémy Boga, Pablo Rosario et Moïse Bombito. C'est plutôt étonnant. Alors, Boga, c'est un peu étonnant, mais ça, c'est parce que William ne l'aime pas.
Arrêtez de dire n'importe Je rigole, quoi. c'est pas vrai. Ah, bien sûr, on rigole. Non, alors Boga, par contre, j'ai remarqué ses notes, il n'a jamais eu plus de 5. Jamais eu Non, plus. Même quand il marque, même quand il est ouais, décisif. mais non, mais il marque quand il entre en cours de jeu. Oui, et- c'est ça, comme Non, contre mais Twente. Il n'a pas démarré cette saison. Mm. Faut le dire clairement. hein. Jérémy Boga n'a pas démarré cette saison encore. Il est resté. Non, et il a toujours en fait 4 au ou vestiaire. 5. 4 ou 5. En fait, comme il joue par intermittence la plupart du temps, des fois il va y avoir un coup d'éclat, il va faire un super dribble, un bon centre, et puis après il va disparaître. Alors qu'il avait fini Mm. la saison dernière en bombe hein, sur les 7 derniers matchs décisifs, sur les 7 derniers matchs consécutifs. Mais cette année, bon, est-ce que le fait qu'il y a eu une tractation en toute fin de mercato, ça lui a fait un peu cogiter Je Mais- sais pas. Mais moi je trouve que même avec 4,5 moyenne, moi c'est un joueur que je mets dans le 11 sans problème. Hein. Je veux dire, moi c'est pas. Tout comme Pablo Rosario d'ailleurs, alors, qui joue partout, mais Alors- qui est bon nulle part, c'est ça? Non, Pablo Rosario, il a souffert parce qu'il a eu un 3, notamment à Ferencváros, et il a eu qu'est-ce que j'avais noté sur Rosario. Voilà, en fait, quand il fait de mauvais matchs, il se fait sanctionner. Il avait eu un rouge, donc il a eu 3, il avait eu un autre 3, et quand il fait de bonnes prestations, il a 5 ou 6, mais il a jamais beaucoup plus. Et donc effectivement. C'est un milieu, donc, Voilà, c'est un milieu, donc, et puis c'est un joueur de devoir, donc Ouais. il a jamais fait Ça va jamais pas faire d'exploit trop d'éclat, personnel, même s'il avait marqué contre la Sociedad. Voilà, donc c'est pour ça qu'en fait, mais lui pareil, hein, Rosario, c'est pas quelqu'un c'est quelqu'un un titulaire à part entière. Hein. Et en revanche, surprenant de retrouver Moïse Bombito, Aussi, qui, surpris. moi, de l'extérieur, j'ai plutôt l'impression qu'il tenait la baraque ouais, en moi, pour moi, défense. c'est Non, c'est la alors, bonne Bombito, pioche. Alors là, c'est pareil. qu'est-ce qui se passe Bombito, c'est pareil, parce qu'il va jamais faire il va faire de bons matchs où il va avoir 6. Je vois, oui, il lui a mis souvent 6, 5, ou voilà. Ouais, 4 peut-être. Et là, par contre, les deux derniers matchs contre Twente et contre Lille, il a eu 4. Donc Voilà. c'est ça qui lui fait. Quand Dante n'était pas là. Voilà. Voilà. Moi, je le trouve globalement plutôt bien ce qu'il fait pour un joueur qui arrive en plus de MLS, tout ça. Mais franchement, des fois, dans la lecture du jeu et tout, il plombe des trucs. Donc, moi, je suis un peu sévère avec lui. J'avoue, on dans le les sent, notes. là. Ouais, dans Ouais. les notes. Dans Non, les mais notes, on sent que c'est tu es un peu tellement sévère, qu'il ouais. le plombe et Ouais. Rosario aussi. Hmm. C'est parce que c'est les deux joueurs qui sur le podium des flops n'ont pas leur place. Autant Boga oui, autant Rosario et Bombito c'est peut-être dur Tu pour vas y eux. réfléchir maintenant quand tu vas noter par exemple Non, je resterai le même. le Nice-Strasbourg de dimanche. Mais- Tu vas porter Disons qu'on en attend davantage de Boga. Ouais. Plutôt que Voilà, c'est sûr. Rosario, on le connaît, hein, c'est un joueur de devoir, et Bombito, on le connaissait pas. Donc, Ouais, mais je pense que tu vois, Bambito, je parlais tout à l'heure d'un jeune, c'est un gars qui arrive, bon, c'est pas obligatoirement un jeune du club, mais c'est quand même un jeune joueur Bien sûr. qui arrive d'un championnat complètement différent. Je pense que lui, justement, moi, je trouve qu'il s'est adapté très très vite. ouais, Mais carrément. 4,8, c'est pas mauvais. Hein. Comme c'est certes. Non, mais je Je suis vais dire ça à surpris ton qu'ils soient dans fils, les il 3 te ramène derniers. une moyenne de 4,8, c'est pas mauvais. Non, mais Non, moi, je suis attends. surpris qu'ils soient dans les 3 derniers, c'est tout. Ouais, moi C'est aussi. Oui, c'est ma voilà, surprise. ouais, mais Moi, c'est- après, on rappelle que c'est ceux qui ont joué 8 matchs. Voilà. Donc, Donc, sinon, c'est- normalement, voilà. t'as des Bonani, t'as des Louchés qui sont Ouais. là. Exactement. On va regarder d'ailleurs le classement général avant de voir ceux qui sont en hausse et en baisse. Le classement général pour l'instant, 12 joueurs seulement ont été notés depuis le début de la saison. En tous les cas, peuvent prétendre à être dans le Voilà. gymtomètre pour le moment. Et on voit par exemple, et on va en parler tout de suite, qu'un joueur comme Ali Abdi ne figure pas encore dans le classement parce qu'il ne répond pas pour l'instant aux critères. Mais effectivement, Ali Abdi, et on va le voir maintenant, il fait partie de ces joueurs en hausse qui sont en train de crever le plafond du côté de l'OGC Nice. Et à contrario, un joueur comme Youssouf Ndiaye Chimier, lui qui est en grande difficulté sur les derniers matchs. Un mot d'abord, Romain, sur Ali Abdi. On voit que lui, sur les 2-3 derniers matchs de l'OGC Nice. C'est clair, là, c'est la révélation de l'automne. Après, Alain peut mieux en parler parce qu'il a affronté en Ligue 2, mais clairement, c'est la révélation de l'automne de l'OGC Nice, du côté de l'OGC Nice. Alain Ouais, Chevalier. pas du tout surpris. Ouais. Pas du tout surpris. Moi, j'ai vu jouer 2 années d'affilée avec en Ligue 2. C'était un joueur. D'ailleurs, on faisait toujours quelque chose contre lui. On essayait de mettre quelque chose en place contre lui pour éviter qu'il déborde dans son couloir et qu'il aille marquer, parce qu'il marquait beaucoup de buts en Ligue 2. Donc, et il faisait marquer. Donc, obligatoirement, c'était une pièce maîtresse de l'équipe adverse. Donc, il fallait faire quelque chose contre lui. C'est étonnant d'ailleurs que personne ne soit venu le chercher plus tôt à Caen. C'est très surprenant. Mais Et il très a surprenant. expliqué, hein, c'est les dirigeants de camp qui voulaient le garder à un moment donné. Et puis lui, il est fidèle. ouais, Bien avec sûr. le nouvel C'est le joueur actionnariat, bon, ils ont C'est ouvert une la belle porte. qualité. C'est une il belle a un qualité. super état d'esprit. Hein, Tom Loucher, quand il était là la dernière fois, il nous en parlait. Et c'est un super gars. Et oui, donc lui, c'est grâce à ses notes. Hein, il a eu 6 contre Monaco, 8 contre Brest. Brest, il avait été exceptionnel. Hein, d'ailleurs, il offre la passe décisive à Guessant. 2 minutes avant, il en offre une autre
But refusé. Il était partout, même encore en fin de match, il montait, il a même bien défendu. Contre Lille, il fait un bon match. Contre Lille, il fait un bon match, il a Paris, 6. Contre Lille, il a l'impression qu'il jouait avant-centre, qu'il était dans les 6 mètres pour marquer des buts, et après il revenait. En plus, Zegrova, on l'a pas vu, c'est aussi en grande partie grâce à sa prestation. Est-ce qu'il n'est pas en train de prendre la place de Melvin Barr sur ce poste de piston surtout dans le projet de jeu Francaise. Ouais. Évidemment qu'en piston gauche, Ali Abdi a beaucoup plus le profil piston gauche souhaité par Francaise que Melvin. Parce que offensivement, l'apport offensif de Melvin est trop limité. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il se permet de pouvoir utiliser Melvin Barr dans troisième centrale. Plutôt que l'utiliser en deuxième piston. Bon là aujourd'hui, la force des choses, Abdi n'est pas là, donc Barr va récupérer son couloir. Mais c'est un mal pour un bien. Parce que quand je vois Melvin Barr, la progression qu'il a eue après des débuts difficiles, je peux me dire que là, le fait d'avoir la concurrence d'Abdi, de voir ce que fait Abdi offensivement, ça peut aussi l'attirer à lui et progresser sur ce point-là. Youssouf, qui fait partie des joueurs en baisse, et bien en baisse, c'est vrai qu'on le sent beaucoup moins serein. Alors, Youssouf, à sa décharge, à un moment donné, il avait joué, je crois, c'est à Brest, où il avait joué un peu blessé. Et un petit peu en surpoids encore. Oui. Et donc il avait quand même eu 6 à Brest parce que toute l'équipe avait fait un bon match, il y avait eu beaucoup de solidarité. Mais là contre Twente, il avait eu 3 comme note parce que il avait raté. Alors, il avait raté. Il est sur les 2 buts. Sur les 2 buts et puis il avait raté ses relances de manière incompréhensible, un mauvais placement. Et contre Lille, il se fait complètement bouger par le jeune Fernandez Pardo sur le premier but. Là, il fait un mauvais appui sur le premier but lillois où il est complètement débordé. Il joue en défense. Ouais, il jouait axe droit en défense, ce qui n'était peut-être pas sa place non plus habituelle, mais et là c'est vrai qu'il a été plombé déjà par cette action. Après son placement laissait vraiment à désirer. Il rouvre le débat pour moi sur milieu ou défenseur, quoi. Et physiquement, il était aussi, vous voyez, physiquement il avait du mal. Donc comme dit peut-être William, c'est sûrement peut-être un problème aussi de poids, mais physiquement on l'a senti en souffrance. Moi je suis pas inquiet. Non, mais je suis pas inquiet dans le sens que il sort, on parlait de Diop qui sortait d'un an sans jouer. Youssouf, il sort d'une saison mentalement terriblement éprouvante. Il a fini la saison dernière presque déconnecté, Youssouf. Avec Farioli, on en avait parlé, ça collait plus du tout. Donc il en avait plus rien à faire. Presque s'il pouvait pas ne pas jouer, ça l'arrangeait en fait. Mentalement, il n'y était plus. Donc là, se remettre dedans, il le fait volontiers puisqu'avec Francaise dans le vestiaire, ça va très bien. Et il retrouve petit à petit de la régularité dans les prestations, juste dans le fait de jouer, pas dans le contenu, mais juste dans le fait de jouer. Donc forcément, il lui manque encore un peu de temps pour retrouver sa forme optimale. Mais le garçon, la qualité qu'il a, ça m'inquiète pas. Ça va venir, ça va revenir. Voilà ce qu'on peut dire. Antoine, on était complet sur le gymtomètre. Bravo. Bon, écoute, tant mieux, on retrouvera... Un petit coucou à Léandra quand même, c'est elle qui gère le gymtomètre. Elle tient un jour. Demain de mettre. Bravo Léandra. Elle est en vacances, elle en profite, elle a bien raison. On retrouvera le gymtomètre dans un mois. Voilà, c'est le rendez-vous mensuel de la rédaction des sports de Nice Matin, avec donc les notes complètement subjectives de Léandra et de William, mais qui parfois peut le dire beaucoup de choses. C'est un exercice terrible. C'est difficile. Noter 11 joueurs, pour en parler avec certaines personnes du football qui eux-mêmes sont recruteurs ou quoi, ils me disent déjà, regarder un joueur, c'est compliqué, alors regardez 11. C'est pour ça que c'est subjectif et qu'il faut le prendre aussi comme un jeu et pas nécessairement très sérieusement, mais c'est quand même un indicateur sur la forme des joueurs. On va passer au tac avec Alain Watley. Avec toi, donc, Alain, parler surtout de la formation, parce que c'est vrai que c'est ton domaine. Tu as une petite carrière de joueur professionnel, quand même. Un peu. Malgré tout, et heureusement, à Guignon et au Puy. Puis, Guignon, Puy. Et puis après, des clubs. Des petits clubs aussi, Montceau-les-Mines, Annemasse. Ouais, voilà. En national. Mais on va dire que, tu es surtout reconnu comme formateur. Ouais, tout à fait. Et en particulier du côté de l'OGC Nice, revenu, parce que vrai niçois, pour le coup. Vrai niçois, parce que j'avais commencé à 7 ans, en débutant. Mais t'es né ici. Je suis né à Nice. Ouais, donc, le 9 décembre, comme mon papa. Voilà. Bientôt mes 60 ans, malheureusement. Moi, 80, je l'embrasse. Voilà. Exactement, c'est bien. Et puis voilà, niçois, 7 ans au club. En fait, c'est mon frère qui m'a amené là, parce que je joue au foot tout dans le couloir de chez moi, en permanence. Mes parents, ils en avaient marre. Et mon frère m'a dit, on va l'emmener au foot. Puis comme il connaissait rien au foot, il a dit, on va au club professionnel du coin. Donc, le GC Nice.
Donc j'ai commencé à 7 ans, puis je suis parti à 21 ans avec mon contrat pro. À l'époque, c'était stagiaire professionnel, mais c'était vraiment un contrat pro, puisqu'on avait un salaire de pro, mais on n'était pas professionnel réellement. Et voilà, donc je suis parti à 21 ans à Guignon, justement, et où j'ai fait une petite carrière de Ligue 2 nationale, on va dire. Tu es parti avec un titre de champion de France de Détroit. Je suis parti avec un titre de champion de Détroit. Et en étant vice-champion en Gambardella. En fait, en 80, finaliste de la Gambardella. En 80, je finis Gambardella avec Daniel Bravo, capitaine de l'équipe d'ailleurs. Et fait contre Metz 1-0 Alex. Ouais. Et après, en 84, je crois qu'on perd le championnat de France contre Auxerre. Ouais. Et l'année d'après, on le gagne avec la 3e division, donc la clip réserve de l'époque. On est champion de France. Ouais. À quel moment de ta carrière tu as su que c'était la formation qui te plaisait, donc le travail avec les jeunes? Alors, le travail avec les jeunes, ça je ne savais pas trop. Par contre, je savais que j'allais être entraîneur. Parce qu'en fait, à 18 ans, j'avais mon premier degré. Donc le BES à l'époque, donc à 18 ans, je l'ai eu. Et je suis sorti major du tronc commun, pas du tronc commun, je ne sais pas comment ça s'appelle à l'époque, du spécifique, je pense. Voilà, j'étais sorti major avec Noël Tosi. Donc, entraîneur. On était sorti major, moi, et je me rappelle parce que c'était une semaine de Gambardella, et Christian Damiano, qui était directeur du centre de l'époque, il m'avait dit, de toute façon, non, t'as ton diplôme à passer, tu y vas, mais moi, je veux jouer, évidemment. Moi, je veux jouer la Gambardella, je veux pas jouer, moi, le diplôme, bon. Il avait senti... il savait que j'étais fait pour ça, je pense. Et en fait, oui, j'étais très bon. Et puis le dimanche, j'ai joué en Gambardella quand même. Donc voilà, il m'a fait jouer. Et voilà, donc je savais que j'allais être entraîneur. J'étais entraîneur très très jeune. J'entraînais des équipes seniors, j'avais 18 ans, j'étais plus jeune que les joueurs. Tu as commencé par Carros, non? C'est ça? Ah non. J'ai commencé, mon première équipe senior entraînée, c'est l'IFC Nice. Ah, l'IFC Nice, et j'avais 18 ans. Ah ouais? 18 ans et demi. Ah oui, d'accord. Incroyable. Parce qu'en fait, j'ai entraîné si tu veux, l'histoire, elle est incroyable parce que Christian Damiano me dit, bon, toi, t'es fait pour ça. Donc, évidemment, à 16 ans, quand j'étais aspirant, j'ai entraîné les petits du club, les débutants, parce qu'on le mercredi nous laissait libre pour aller entraîner les petits. Et du coup, derrière, il y a l'IFC Nice qui l'a appelé. L'IFC Nice, c'est le plus vieux club de Nice. Enfin, je ne sais pas s'il existe encore, mais il a disparu. Mais c'était le plus vieux club de Nice. Et ils avaient besoin d'un entraîneur en Benjamin. Enfin, un pupille de l'époque, tu vois. Et moi, je dis, ouais, j'y vais, allez. Mais je faisais ça bénévolement. Le soir, bénévolement, 2 entraînements par semaine. Le samedi après-midi, quand je pouvais, j'allais. Sinon, c'était quelqu'un qui prenait ma place, parce que parfois, on jouait en 3e division. Et du coup, l'année d'après, le club, ils me disent, on n'a pas d'entraîneur en senior. C'était un bas niveau. Je ne sais pas qu'est-ce que ça correspond maintenant, peut-être des 4 ou un truc comme ça. Tu pourrais pas prendre l'équipe senior? J'ai dit, je suis trop jeune, quoi. J'étais un gamin, quoi. Mais ils vont pas m'accepter. Les gars, ils sont mariés, ils ont des enfants, ils ont des boulots. Moi, je suis stagiaire à Nice, ok. Et je suis tombé sur une équipe. Il y avait Phil Benedetti, son frère, des gars qui sont de la ville, que je sais pas si certains les connaissent, mais c'est des gars qui sont très bien et ils m'ont hyper bien accepté. Et on a fait une saison super sympa, en fait. Et là, je me suis dit, je suis fait pour ça, en fait. Et ton retour à l'OGC Nice, c'est d'abord en tant qu'adjoint de Christian Damiano, c'est ça. En première division. Ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps. Non, ça n'a pas duré longtemps. Puisqu'en février 2000, on te demande d'entraîner les 18 nationaux. C'est ça. Et puis après, il y a eu en fait, directeur de la préformation. Oui, après, ouais. En fait, quand j'ai pris les 18 ans, je me suis rendu compte que cette catégorie-là, j'adorais. C'était l'âge pour toi qui était... C'était l'âge qu'il me fallait, qui me correspondait, en fait, on va dire. C'est l'antichambre des pros, en fait, puis c'était l'âge qui me correspondait, parce que, en fait, ces gars-là, ils ont envie d'apprendre, et puis ils ont un certain niveau, déjà. C'est-à-dire que c'est pas le tout début du foot à 11, le début du foot à 11, c'est 14 ans, là, c'est 18 ans, enfin 17 ans, on va dire, 17-18 ans, ils ont quand même un petit bagage, et en même temps, ils ont envie d'apprendre, ils dévorent, quoi. Et ça, c'est extraordinaire, et je me disais, là, je peux leur amener quelque chose. Et du coup, j'ai passé des années extraordinaires, puisqu'on fait une finale Gambardella en 2002, avec une finale championnat de France en 2002. Malheureusement, on perd les deux, mais malheureusement, mais extraordinaire, avec un effectif de club de Ligue 2, puisqu'on était en Ligue 2 en 2002. Donc en fait, on avait des joueurs de 2e, voire 3e jeunes au recrutement, sachant qu'on n'avait pas d'argent, très peu d'argent, donc on recrutait pour rien. Donc on n'avait vraiment pas de joueurs de qualité, mais c'est pas vrai. Puisque si tu vas en finale, tu fais 2 finales, que ce soit en championnat de France et la même année, et en Gambardella, c'est que tu avais des joueurs de qualité. Déjà une défaite 1-0 contre Nantes en finale de la Gambardella, comme quelques années plus tard, avec Imers Faye, capitaine de Nantes. Qui a été mon adjoint longtemps, en 17 ans d'ailleurs. C'est vrai. Et puis après, donc, il y a ce passage donc, du côté de directeur de la préformation. Ça consiste en quoi être un directeur de la préformation? Alors, directeur de la préformation, c'est mettre en place
tout ce qui se passe avant la formation, donc avant le centre de formation, donc jusqu'à 15 ans, hein, donc jusqu'au U15, de tout mettre en place. En fait, moi, quand on m'a proposé ça, on m'a dit il n'y a pas quelque chose, il y a pas quelque chose vraiment en place. Il y avait des équipes 13 ans, 14 ans, évidemment, hein, c'était logique, hein. Mais il n'y avait pas quelque chose de, on va dire, vraiment de mis en place, une politique technique mise en place. Et moi, j'ai présenté un dossier, j'ai dit bon, voilà, moi, j'aimerais faire ça. Alors ça va faire rire, mais moi, quand on me parle de Guardiola, le jeu de Guardiola, nous, on s'était appuyé. Alors moi, j'avais rencontré Manu Pires à ce moment-là, qui était entré en 17 ans. Et j'ai dit, voilà, qu'est-ce que t'en penses si on part travailler. En 2007, c'était le Barça qui dominait tout, le jeu du Barça. J'ai dit, bon, à Nice, on ne va pas pouvoir le faire parce qu'on n'a pas les joueurs pour. Pas les joueurs. Ouais. Mais par contre, est-ce qu'on peut s'en rapprocher? Donc on est parti sur ça, sur cette base-là, et on a commencé à recruter des joueurs qui correspondaient à ça. Donc technique. Ouais. Très technique. Le gabarit, on s'en foutait un peu. Même si on... Alors ça allait à contre-courant de ce qu'on faisait. On était à contre-courant. Et par contre, ce qui était bien, c'est que 3-4 ans après, tout le monde reconnaissait dans les tournois des jeunes, le tournoi de jeunes partout en France, même parfois à l'étranger, que Nice avait une façon de jouer. Avait sa façon de jouer. Et ça s'est vu d'ailleurs quand Nice a gagné la Gambardella derrière, ça avait beaucoup de joueurs techniques, exactement. Pas forcément physiques. Exactement. Et c'était l'une des rares fois peut-être où une équipe de jeunes présentait des joueurs plus techniques que physiques. Et tu me disais, une fois je me rappelle dans une interview, que tu te régalais à avoir joué justement tes équipes, parce que même si elles perdaient, elles avaient la possession. Tout à fait. Mais et les gens se régalaient sur le terrain. Le truc extraordinaire, c'est qu'en 2007, quand je prends la préfo, la première chose que je dis aux entraîneurs de jeunes, donc de débutants jusqu'à 15 ans, interdit les gardiens de but, interdit de relancer au pied. Alors, c'est ridicule. Faut me dire, mais là, on n'est pas en train de former une équipe professionnelle qui va gagner des matchs. On est en train de former des joueurs individuellement. Donc pourquoi ça? Parce qu'en fait, le gardien de but en débutant, on jouait à 5, il prenait le ballon au pied, il mettait un long ballon devant. Il fallait relancer à la main tout le temps court. Obligatoire. Et les entraîneurs, évidemment, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ouais, mais Alain, on va prendre plein de buts. Mais on s'en fout. Les gamins, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'adapter. Ils vont comprendre à un moment qu'il va falloir se mettre positionné pour recevoir le ballon, s'écarter pour recevoir le ballon, que le gardien de but il va jouer à droite ou à gauche, peut-être dans l'axe, un qui décroche sur les 4, puisqu'on est à 4, et un qui va décrocher dans l'axe, il va remettre au défenseur, le défenseur remettre l'attaquant, ben voilà, c'est des chemins de passe qu'il faut travailler. Et les gamins, ils vont s'adapter, t'inquiète pas. Et au bout d'un an, ça s'est passé, et ils n'en parlaient plus. Il prenait plus de buts. Après, c'est vrai que toi, tu avais quand même des joueurs, tu avais quand même les meilleurs joueurs du département. Ah, bien sûr. Après, oui, parce qu'on avait une belle cellule de recrutement. Si tu fais ça dans un petit club, tu peux pas. Non, c'est sûr. Tu dégages. Mais c'est pas sûr. Mais c'est pas sûr. Tu sais, c'est pas sûr. Parce que moi, j'ai eu la chance de remonter. Je me rappelle plus quand c'était, mais bon, c'est assez vieux. Mais j'avais remonté l'école de foot à Saint-Martin-Vésubie. Et quand on veut être entraîneur, on veut toujours avoir l'équipe, le groupe. Mais l'école de foot. L'école de foot, c'est jusqu'à 11 ans. L'équipe, machin. L'équipe, quelle équipe? Il n'y a pas d'équipe. C'est des joueurs, c'est des gamins. Il faut leur apprendre à jouer. Et moi, ce que je faisais, c'est que je laissais à moi. Enfin, il y avait une espèce d'ancien qui était là, qui était super sympa. Moi, je lui laissais faire les jeux, je lui laissais faire tout ça. Et je prenais 3 gamins à la fois et je travaillais avec eux. Moi, j'étais encore assez jeune. Donc, je jouais avec eux. Pendant 10-15 minutes, on faisait des passes, des contrôle-passes, pied droit, pied gauche. Déjà ça. La base. La base. Tu fais des contrôles-passes. C'est la base. C'est la base. Quel regard tu portes aujourd'hui sur cette mondialisation du marché des jeunes joueurs aujourd'hui? C'est vrai que maintenant, de plus en plus, à partir, alors même si c'est interdit, soi-disant, par des règlements internationaux, à 15-16 ans, ils arrivent d'un pays pour signer dans un club UP. Avant, c'était plutôt régional le recrutement. On recrutait dans sa région, quoi. Bon, moi, ça me gêne beaucoup. Voilà, moi, je suis honnête, ça me gêne beaucoup parce que je me dis, comme je disais tout à l'heure, parce qu'on a beau me dire, ouais, mais les joueurs, il faut qu'ils soient pro à 18 ans, il faut qu'ils jouent en première, en équipe première. Alors moi, j'aimerais bien savoir combien il y a de joueurs, les stats, les statistiques, parce qu'on est toujours en train de parler de statistiques, combien il y a de joueurs qui ont moins de 20 ans et qui jouent titulaire en Ligue 1. On l'a pas, cette statistique. On l'a pas, mais il n'y en a pas des masses. Mais ils sont pas... Mais il n'y en a pas des masses, ils sont pas nombreux. Quand il y en a un dans un club, c'est déjà pas mal. Bon, parfois il y en a 2, mais bon, Monaco, c'est exceptionnel, mais c'est rare. C'est rare d'avoir des joueurs comme ça. Et donc, je me dis, comment un joueur qui arrive d'un autre univers, d'un autre pays, avec des autres coutumes, d'une autre nourriture, enfin tout ce qu'il y a, et tout ce qu'on se bat dans les centres justement pour arriver à faire progresser un joueur, parce qu'on en a vu des joueurs africains arriver dans les centres, ou africains ou autres,
Comment il fait, le gamin, à 16 ans, se dire qu'il va falloir qu'il s'impose pour ramener de l'argent au club? Et à des millions de kilomètres, enfin des milliers de kilomètres, pardon, de sa famille, déjà, le cercle familial est cassé. Ça, c'est très dur. Déjà, quand on est adulte et qu'on casse le cercle familial, c'est dur. Imaginons un enfant. Tu irais pas jusqu'à dire que c'est de l'exploitation. Non, c'est pas de l'exploitation. Quand même pas, si, presque. Ah, je dirais pas que c'est l'exploitation, parce que c'est un peu dur, c'est un mot un peu fort. Mais moi, je trouve que c'est malvenu. Puis moi, ce qui me manque un peu, c'est aussi, je suis niçois, j'ai joué à Nice, et voilà, j'ai été formé à Nice, et je suis content d'être niçois. Et je pense qu'il manque un peu ce côté régional dans les clubs. Moi, ça me manque. Et toi, Il faut aller chercher d'abord ce qu'il y a autour du sûr, club avant d'aller chercher c'est une évidence. plus loin ou à l'étranger. Tu dis ça parce que notamment toi tu acceptes beaucoup ça avec ton équipe. C'était très important d'avoir ce maillot rouge et noir, de représenter le Et gym. c'est sûr. Toi tes causeries, tout ça, c'était Ah mais oui, mais moi je pense que chaque club, parce que tu vois, j'ai été 20 ans à Nice. Donc évidemment, je suis marqué niçois en tant que formateur, 14 ans joueur et 20 ans entraîneur, 34 licences. Alors je suis marqué au fer rouge. Mais Et noir. Et noir, ouais. Mais si tu veux, le problème, si tu vois, j'ai la QRM, et pendant les 4 saisons que je passe à QRM en tant que directeur technique, en dehors d'être adjoint en Ligue 2, c'était pas du tout la même chose. Mais par contre, j'ai essayé de me dire, c'est pas la même chose, je vais pas faire OGC Nice, je vais faire QRM. Tu vois, et là, c'est ça qui me gêne, c'est qu'en fait, souvent, on voit des gens arriver dans des clubs qui sont pas du coin et qui ils veulent faire ce qu'ils ont vu ailleurs. Mais non, c'est pas transposable. la mentalité niçoise, c'est pas la mentalité de Rouen. C'est pas possible. Il y a des regrets de joueurs passés Juste un mot, on a la formation. stat. Hein 55 joueurs de moins de 20 ans, grâce à Philippe Bertini dans Ah, l'Orient. joli. 55 joueurs de moins de 20 ans. Mais titulaires. Les poules de Ligue 1. Foulés. Non, Foulés. foulés. On demandait combien t'es titulaire. Ouais. Moi, titulaire, j'en vois pas beaucoup. Romain. Ouais, juste une question, est-ce qu'il y a des regrets des joueurs passés par la préformation en formation au GC Nice et qui ont percé ailleurs et qui auraient pu porter Ah mais oui. Qui par exemple? Modeste, pour citer les meilleurs, hein, Ouais. Mopé, Malansar, qui devrait être encore là pour moi, mais c'est mon avis. Mais voilà, parce que Malansar, par exemple, Malansar, on parle de titulaire de moins de 20 ans. Malansar, 20 ans, 100 matchs de Ligue 1. Il n'était pas assez fort. Ok, oui, il faisait des erreurs, oui, il n'était pas toujours au top, mais 100 matchs en Ligue 1, titulaire, hein. On parle de titulaire, hein. 100 matchs titulaires en Ligue 1 à 20 ans. Combien de joueurs qui ont 100 matchs en Ligue 1 à 20 ans? Et le problème, c'est que maintenant, 3 ans plus tard, il a toujours presque autant. Quoi. Oui, non, mais ça, je suis d'accord. Mais est-ce que c'est pas notre erreur à nous, au GC Nice, entre guillemets, nous, je me mets dedans, parce que j'étais là, hein. Est-ce que moi, j'aurais peut-être plus insisté avec à l'époque, les dirigeants de l'époque, peut-être dire, Malansar, c'est un joueur de qualité. En plus, Malansar, c'est un gamin Et c'est un niçois. qui habitait au Moulin. Oui, mais quand il D'accord. explose, tu peux plus rien faire derrière. Quand un club de Chelsea te veut, et Oui, tu mais dis, tu vas gagner 3-4 fois ton salaire. Oui, mais d'accord, mais est-ce que à 20 lui... ans. Mais peut-être, oui, mais est-ce que lui, il a été HSI par défaut, parce que Nice lui proposait pas vraiment ce qu'il demandait? Parce qu'en fait, le problème qu'il y a dans beaucoup de clubs, c'est pas que Nice, hein, parce qu'il faut être honnête, c'est dans beaucoup de clubs, le joueur du cru, il est toujours moins valorisé que le joueur d'extérieur. Donc en fait, à l'arrivée, peut-être qu'à Malansar, à l'époque, je me rappelle qu'ils avaient pris Nsoki du PSG, qui avait fait 10 matchs en... T'es complètement nul. Moi, je dirais pas ça, mais voilà, qui était à un niveau moyen, pied gauche aussi, pareil, même génération. Quel est le sens de prendre un joueur défenseur, gaucher, même génération? Quel est le sens? Voilà, ça, j'avais pas compris. Moi, j'avais dit, mais j'avais pas compris. Donc, toi, ton plus grand regret après ton départ, enfin, en tant que directeur du centre de formation de Nice, c'est quoi? C'est que justement de ne pas avoir sorti assez de joueurs, de ne pas avoir eu assez les moyens, d'être parti Ça a longtemps été un reproche, ça. Hein, à Nice, hein. d'être parti au moment où Nice commençait à avoir les moyens, peut-être de former. Non, Puisqu'Ineos est arrivé au moment où tu es parti, à peu près. Hein. ouais, c'est ça, 5 jours après. Non, mais ça n'a pas beaucoup évolué. L'OGC Nice ne sort pas aujourd'hui. Non, mais moi, je me dis, formation. j'ai trouvé, oui et non, parce qu'en fait, les 2 saisons que j'ai passées sur le banc en Ligue 2 adjoint, j'ai une collection de maillots exceptionnelle maintenant, parce qu'il y a énormément de joueurs professionnels en Ligue 2 qui sortent de Nice. Dans tous les clubs, il y en avait un. Mais est-ce que l'OGC Nice a vocation de former des joueurs de Ligue 2? Non. A plutôt vocation à former des joueurs qui peuvent jouer en Ligue 1. Moi, c'est ce qu'on, il y avait un peu à l'époque, on discutait beaucoup avec Julien Fournier. Moi, j'avais dit, quand il m'avait nommé directeur du centre, j'ai dit, ça serait bien qu'il y ait 50% de l'effectif qui sort du centre de formation dans 5 ans.
Il n'y a aucun club qui fait ça quasiment. Il n'y a aucun club qui fait Ouais. ça. Mais moi, Ouais. je me disais, ce serait bien. Mm. Après, s'il y a 2-3 titulaires, c'est parfait. Donc, dont Malansar, par exemple. Ça, c'était parfait. Mais on laisse pas le temps. Il n'y a pas le temps. Neil Maupay, on veut que de suite, il fasse tout. Mais Neil Maupay, c'est peut-être qu'on avait gardé. Neil Maupay, c'est un gamin de Valbonne. Et c'est un Niçois, quoi. Je veux dire, il est d'ici, quoi. Et Malansar, c'est un Niçois. Ces joueurs-là, même un Franck Honora ou un Modeste, c'est déjà du Var. Qu'est-ce qu'il y a comme club dans le Var? Il n'y en a pas. Donc, ils se rattachent à Nice. Et je pense que c'est le joueur qu'on a perdu. Aussi, Perrault, qui était là l'année dernière. Hein, et puis oui, mais bon, c'était un bon joueur aussi à un moment donné. Un petit mot peut-être Ouais, je maintenant voulais sur avoir- Alain aujourd'hui. Oui, justement, voilà. Quel est ton regard sur le virage qui a été opéré cet été, puisque on le rappelle, donc Manu Pires, qui était le directeur du centre de formation, a été viré, avec David Brero aussi, Lionel Letizy. De l'extérieur, comment tu as perçu ce virage, et notamment les raisons évoquées, hein. Trop de petits gabarits, trop de... Voilà. Ouais, ben ça, c'est un choix. C'est des choix, malheureusement. Moi, ouais, j'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal parce que David Brero, c'est moi qui l'avais mis en place. À l'époque, il était adjoint de Franck Salle, et après il est devenu numéro 1 quand Franck est parti. Le recrutement des jeunes, c'est un gars très très bien, qui travaille énormément. C'est un gars du club, hein, il est de la Gaude. Donc voilà, c'est des gars qui sont au GC Nice, ils allaient voir le Nice tout petit, quoi. Moi, je comprends pas qu'on puisse enlever des gens comme ça. Bon, Lionel, on n'en parle même pas. Hein. Oui, il a bien rebondi Lionel avec l'équipe. Je suis super content pour lui. Grâce à Laurent Bonadé. Et Laurent Bonadé. Je suis super content pour lui, je lui ai au téléphone d'ailleurs, on a discuté longuement sur ça d'ailleurs, mais je suis content pour lui. Mais Lionel, moi je l'avais eu, il avait commencé sa carrière d'entraîneur gardien de but à la préformation, quand j'étais directeur de la préfo. Ouais. Donc je me rappelle, il est venu avec moi, il est venu en tournoi avec moi, c'est un mec extraordinaire. Et donc voilà, Et puis voilà, c'est bizarre. C'est des gens en plus amoureux du club des vrais, quoi. Manu Pires, c'est pareil. Bien sûr. Ah ouais, mais Manu, c'était- je l'ai eu au téléphone aussi quand il a perdu son poste, puisque c'est lui qui m'avait remplacé. Je l'avais remplacé, il m'avait remplacé. Donc bon, c'est un peu bizarre, mais par contre, on s'entend bien, il n'y a pas de problème. Mais voilà, mais ça fait partie du foot. Mais voilà, mais Manu, c'est un mec très très bien, puis c'est un bosseur aussi. Et ses idées sont très intéressantes, même si on n'était pas toujours d'accord. Ce qui est bien d'être pas toujours d'accord, mais par contre, on a dans le même sens. Et comment t'expliques que Nice n'arrive toujours pas? Bon, il y a Mendy, il y a Guessant quand même, mais comment t'expliques que le gym n'arrive pas à sortir plus de joueurs que ça? Oui. Parce que là, en plus, ils ont les moyens au niveau de la formation, là, comme dit Tout à Ineos, fait, ouais. Ineos, ils ont mis plus de moyens que toi quand tu étais à l'époque. Mais est-ce qu'ils émettent les moyens aux jeunes? Je sais pas. Ça, j'en sais rien. Ça, je peux pas te dire. Je suis pas Ben, dedans. on a un signal. Patrick Barraud, qui était venu de Rennes à Nice pour le projet, il repart au bout de 3 mois. Ça veut dire qu'il n'a pas les moyens. Ouais. Philippe Barraud, pardon. Ça veut dire qu'il n'a pas les moyens, hein, s'il repart tout de suite. Ou qu'on lui en a donné plus à tous les cas. Mais qu'on lui a redonné du qu'on tout lui a ici redonné aussi. à Rennes, je pense. Ouais, mais bon. Ou peut-être qu'il n'avait pas ici. Ouais. Ouais. Un dernier mot, Alain, avec toutes les idées que tu développes aujourd'hui, évidemment, tu es en recherche peut-être aujourd'hui d'un projet. Oui, je suis en recherche d'un projet, évidemment, parce que bon, je me disais peut-être que j'allais arrêter, parce que j'arrive à 60 ans, et puis je me disais, bon, il faut laisser la place peut-être un peu aux autres de temps en temps aussi, à un moment ou à un autre. Non, en fait, je suis en recherche d'un projet parce que je pense que je peux encore amener quelque chose à n'importe quelle équipe, à n'importe quel club. Je pense que je peux amener quelque chose par mon expérience, puis parce que j'ai encore la niaque, voilà, encore la niaque. Si les Message est clubs lancé. nous écoutent, voilà, quelqu'un qui a la niaque, qui a envie d'aider évidemment la préformation Et t'es prêt à bouger? et les jeunes joueurs. Je suis prêt à bouger. Ah bah oui, Ouais, je suis prêt à bouger. si t'es allé à Quevilly-Rouen, Ouais. Oui, mais après, bon, là, tu quitter peux Nice, dire. Je peux même partir à l'étranger. Bon allez, on va faire la préparation et on va parler rapidement de ce match face à Strasbourg dimanche soir. Un match important avant celui face aux Glasgow Rangers, évidemment. Essayer d'agir, et on écoutera Francaise avant cela, d'agir plutôt que de réagir, Will. Oui, c'est ce qu'il faut changer par rapport au dernier match, et surtout qu'il y aura une belle adversité. Strasbourg, cette année, c'est pas mal du tout ce que On va regarder prône, le classement en même temps que tu parles. ce que prône Rosenior, qu'on connaissait pas du tout avant qu'il arrive en Ligue 1, et c'est une équipe joueuse. Il y a quelques petites individualités très intéressantes. Je pense au petit Andrei Santos, prêté par Chelsea au milieu. 5 buts en 10 matchs. Nanasi, le Suédois, qui est impressionnant. Qui a posé de gros problèmes à Monaco pendant une mi-temps avant de sombrer un peu en Super deuxième. joueur, Mm. super joueur, sait tout faire, Mm. très bon techniquement, très intelligent, travailleur. Donc une équipe très intéressante. Ça sera une belle adversité, pas facile comme Et une match. équipe très jeune, parce que moi déjà j'avais regardé la compo contre Monaco.
as tous les joueurs. Le gardien, mais ça, c'est le projet Boucault. Le gardien avait 25 ans. Plus jeune. Et tous les autres joueurs avaient entre 20 et 22. 20, 21, 21, 22, 22. C'était incroyable, une jeunesse. D'ailleurs, maintenant, on peut même dire que on fait de la post-formation en Ligue 1. C'est-à-dire avec la multipropriété où Chelsea prête un certain nombre de joueurs à Strasbourg. C'est quasiment de la post-formation, mais... c'est ça, c'est un peu ça. Hein. C'est ce que fait aussi avec City avec 3, dans différents clubs. Dans différents clubs, on va le voir. Puis peut-être on va le voir avec Paris FC, Red Bull, le groupe Red Bull. C'est encore leur projet, effectivement. En tout cas, Strasbourg, c'est une équipe très très portée vers l'offensive, puisqu'ils ont déjà marqué 20 buts. Nice en a marqué 21, dont un 8-0 contre Saint-Etienne. Donc, mais par contre, ils en ont pris 22. Donc, c'est à la fois, ils marquent beaucoup, ils en prennent beaucoup. Donc, on risque de voir des buts peut-être dimanche soir. On attend que ça. On attend que ça. Mais je pense que ça va être un beau match. Parce que Strasbourg, c'est joueur. Ouais, c'est joueur. Très joueur. On va écouter rapidement Francaise agir plutôt que réagir, puisque l'OGC Nice est souvent revenu au score lors de ses derniers matchs, le coach niçois. Je préférais, en effet. Je suis quand même satisfait que dans la difficulté, il soit en capacité de réagir et de bien réagir. Parce que même si Lille nous a posé énormément de problèmes sur la première mi-temps, je trouve qu'on a fait une bonne deuxième mi-temps, même si on n'était pas à l'abri de prendre un troisième but à un moment, mais je trouvais qu'on avait largement mérité de revenir 2 fois au score. Et j'ai beaucoup aimé notre deuxième mi-temps. Mais oui, c'est toujours mieux de prendre les choses en main dès le départ plutôt que d'être dans l'obligation de le faire. Même si j'ai aimé cette force de caractère de l'équipe et des joueurs. Voilà, les joueurs de l'OGC Nice avec une belle force de caractère pour revenir face à Twente et Lille en particulier. Alors, on vous l'a dit, il y a pas mal de blessures, pas mal d'incertitudes dans cette équipe de l'OGC Nice pour dimanche soir. Du coup, on a une question pour le pour-compte. Faut-il que Francaise aligne une défense à 4 face à Strasbourg, donc compte tenu de toutes ses absences et du contenu du match, et aussi de la deuxième mi-temps face à Lille, puisque c'est ce qu'il avait fait. On va démarrer avec toi, Will, parce que toi, tu n'es pas favorable à cette défense à 4. Non, je pense pas que ce soit une bonne solution de démarrer à 4 vu le manque de repères dans ce schéma-là. Francaise l'a encore dit aujourd'hui, et il a eu beaucoup de mal à travailler même pendant cette trêve vraiment des systèmes. Il l'a un peu fait pendant sa deuxième semaine, mais à 4, ils l'ont très peu fait depuis le début de saison pour avoir un peu les échos en interne. Et puis c'est son schéma défense à 3 qu'il travaille depuis des années et des années. Bombito commence à avoir ses repères dans ce schéma-là. Abdelmonem, c'est pareil. Dante est le seul qui vraiment pourrait être, je pense, aussi à l'aise à 4 qu'à 3, que dans une défense à 5 ou une défense à 4. Donc je pense pas qu'en cours de match, ça peut être une solution pour réagir comme ils l'ont fait contre Lille. Il avait fait à d'autres matchs aussi, à Ferencváros en cours de match, mais je ne pense pas que pour démarrer une rencontre, ce soit le bon point pour amener de la sérénité dans le secteur le plus défaillant aujourd'hui. Romain. Le meilleur argument, c'est la deuxième mi-temps contre Lille. La première mi-temps n'a pas été bonne à une défense à 5 ou à 3 de latéraux, comme vous voulez. Et la deuxième mi-temps, une défense à 4 avec 2 latéraux très offensifs, Abdi et Klaus, ça a fonctionné. Et c'était même plaisant à voir jouer. Donc pour moi, c'est le meilleur argument. Et le deuxième, c'est qu'il n'a pas le choix de toute façon. Avec toutes les absences, il y a 4 absences en défense. Mendy, Youssouf, Abdi et Klaus. Il va falloir les trouver, sinon ces 5 défenseurs, ça va être compliqué. Donc c'est probablement pour ça. Et puis Strasbourg, on a parlé de ses talents offensifs, mais c'est la 15e défense de Ligue 1. Donc bon, on peut aussi mettre peut-être plus d'éléments offensifs sur le terrain, en profiter de cette défense perméable. Voilà pour les arguments de Romain. Alain, est-ce que c'est un vrai débat d'ailleurs, défense à 4, défense à 5 est-ce que ça joue vraiment dans un match? Oui, ça joue sûrement, mais après c'est aussi l'animation qu'on met en place dans le jeu, hein, parce que si on est apathique ou si on bouge pas, ça ne change rien. Après, moi je pense qu'il y a quelqu'un qui peut répondre, hein, c'est Francaise, parce que c'est lui qui a les clés et c'est l'entraîneur qui a les clés. Bon, c'est l'entraîneur qui a les clés. Antoine, qui t'a convaincu? Moi, je pense qu'effectivement, S va pas changer ses plans, il va partir à 3 au départ, mais j'attends de voir ta compo, Will. Ben voilà, justement, tiens, on va y aller tout de suite à la compo probable. C'est pas la mienne qui est intéressante, hein. C'est celle du coach dimanche. Oui, mais comme disait Alain, c'est lui qui a les clés. Hein. Bon, donc allez, le camion, je les confie là à Will pour la compo probable.
Alors, est-ce qu'il s'est écouté ou est-ce qu'il a écouté Romain? Oui, dans sa compo probable. J'ai ma petite idée, hein. Mais bon, On est cohérent ou on n'est pas cohérent? Sois cohérent. On y va. Risoli. Avec cette compo donc probable de Nice-Strasbourg, compte tenu de toutes les absences. Dans les buts, Boulka, ça bouge pas. Dans les buts, Boulka, ça ne bouge pas et ça ne peut pas bouger. Donc du coup, si on reste à cette défense à 3, ce sera donc Abdelmonem qui reprendrait ce axe droit où il était en pleine montée en régime avant sa blessure. Bombito qui reprendrait l'axe et Dante à sa gauche. Il était un petit peu blessé, mais il est revenu, Abdelmonem. Hein. Ouais, il est revenu durant cette trêve internationale. Au milieu avec les pistons. Donc les pistons, Louché et Barr par la force des choses, vu que donc on le répète, Klos et Abdi ne sont pas là. Et au milieu de terrain, Ndombele, vu qu'il vient de reprendre l'entraînement à peine hier et l'enchaînement des 3 matchs, il faut faire des choix. Donc je pense que cette fois-ci, Rosario sera associé à Boudaoui, qui lui aussi devra souffler à un moment donné dans les 3 matchs. Parce qu'après après les Rangers, sur Lyon, hein, voilà. Derrière. Donc devant, Guessant parce que c'est le meilleur offensivement, Chaud parce que en 9 avec Guessant l'association est pas mal, et pourquoi plutôt Diop que Boga à gauche pour l'enchaînement des 3 matchs, en sachant que Diop est suspendu contre les Rangers jeudi. Donc s'il y a une fenêtre pour qu'il démarre l'un de ces 3 matchs, c'est probablement celui-là. Et comme on l'a vu tout à l'heure, comme tu n'aimes pas Jérémy Boga, tu ne l'as pas mis. J'adore Jérémy Boga. On plaisante. Évidemment, sur cette compo probable. On continue avec le cadeau de la semaine. 2 places à gagner pour Nice-Glasgow Rangers. Ça sera jeudi soir à 21h du côté de l'Alliance Riviera. Et puis, donc vous le savez, pour gagner, eh bien, il faut pronostiquer le score avec le nom des buteurs de la rencontre entre Nice et Strasbourg. Ça sera donc dimanche soir. Vous pronostiquez avec le petit hashtag Gin Tonic qui va bien sur les réseaux de Nice Matin, et donc pronostiquer le score entre Nice et Strasbourg pour gagner 2 places pour Nice-Glasgow Rangers. On en profite pour faire d'ailleurs un petit appel aux supporters. Venez nombreux face à Strasbourg, venez nombreux face aux Glasgow Rangers, parce que c'est vrai que l'OGC Nice a vraiment besoin de ses supporters lors de ces 2 matchs très très important, en particulier celui contre les Glasgow Rangers, où il y aura une possible relance, en tous les cas, dans cette Europa League, et face à Strasbourg, parce qu'on l'a vu, l'OGC Nice est 6e au classement, pas très loin des places européennes, pas très loin de la 4e place aujourd'hui. Donc Nice a besoin d'avoir un stade rempli face aux Strasbourgeois, et à noter la belle initiative à la 86e minute dorénavant des rencontres. Et bien, vous savez, il y a le petit cœur pour en mémoire des victimes de l'attentat du 14 juillet sur la promenade des Anglais. Et bien, dorénavant, à la 86e minute, il faudra également prendre son téléphone portable, comme ça a déjà été fait pendant certains matchs, allumer la petite lampe, la petite lumière, et puis voilà, avec ce cœur et avec les lumières dans le stade à la 86e minute, rendre un hommage aux victimes de l'attentat du 14 juillet. Petit indice, il y a plus aujourd'hui de billets vendus pour Glasgow que pour Strasbourg. C'est donc pour ça. C'est signe que vraiment, pour l'instant, il n'y a personne pour Strasbourg. Mettez une écharpe, des gants, un bonnet, même s'il fait froid, même s'il pleut. Voilà, une bonne parka, et puis vous venez à l'Alliance Riviera supporter l'OGC Nice dimanche soir face à Strasbourg. Le souviens-toi pour terminer cette émission. Et comme d'habitude, Antoine, je vais te demander de faire rapide en nous parlant donc de ce titre de champion de France des U18 en 2004 sous la direction d'Alain. Alors c'était les 18 ans, ça ne s'appelait pas encore les U18. Est-ce que vous connaissez Saint-André, les Vergers dans l'Aube? Non. Non, eh ben, c'est le lieu où l'OGC Nice a gagné son dernier titre de champion de France. Près de 3, du coup. Voilà, près de 3, dans l'Aube. Près de 3. Donc Alain connaît, du coup, le terrain. Est-ce qu'il y est retourné? C'est ça la question. Non. C'était assez champêtre, mais bon, c'est là donc que l'OGC Nice, après une saison exceptionnelle, donc entraînée par Alain, les 18 ans nationaux, où ils avaient gagné leur groupe avec 21 victoires, 5 nuls et seulement 10 buts encaissés, avec 94 points, 18 points d'avance sur l'AS Monaco. Hein, c'est ça. Donc Nice avait été amené leader de son groupe. Donc il y avait 4 groupes. Ouais. Les 4 leaders se rencontraient en demi-finale et finale sur un même week-end. Ouais. Donc c'était déjà très compliqué. Nice en demi-finale la veille à la chapelle
Saint-Luc un truc comme ça. avait battu Lille 1-0 où face à Lille il y avait Cabaye. Les frères Robaille et Cabaye. Ouais. Et les frères Robaille et Enfin, en Cabaye. particulier. Et le lendemain, Nice en finale avait battu Lyon au tir au but après un match 0-0. C'est Ah ça. oui, c'est Kamel Larbi qui avait marqué pour Nice en demi-finale. Et là, il y avait eu dans les cages un Hugo Lloris exceptionnel. Exceptionnel. Et Nice avait gagné 4-3 au tir au but. Ouais. Voilà. Et Donc à l'époque, il arrêtait des tirs au but. Contre c'est ça Lyon. que tu es en train de me dire. Voilà. Ah non, parce qu'il a gagné 4-3. Donc, ils avaient C'est raté. une plaisanterie, bien Et évidemment. effectivement, et contre Athènes Ben Arfa. Le Lyon d'Athènes Ouais, Benarfa. le Ouais, Lyon c'est d'Athènes ça. Ben Arfa qui était première Et on année. avait avec la les- oui, chance. c'est Karim Et ce Benzema. jour-là, on a la chance que Benzema était blessé. Voilà. c'est Et il était surclassé, je crois d'ailleurs, Ben Arfa. Surclassé, ouais. Voilà. Et de cette équipe-là, donc ce qu'on peut retenir, il y avait bon donc Hugo Lloris qui a fait la carrière que l'on connaît. Il y avait qui a été pro, il y a eu Ismaël, qui a été pro à Nice, Ismaël Gatz, Anthony Scaramosino, On les voit sur la photo. voilà, Kamel Larbi, Franck Padovani. Il y en a d'autres qui ont été pro mais qui n'ont pas joué à Nice. Il y a Cyriac Louvion, Fabien Lamatina, Exactement. Mathieu Pécastin, peut-être que. Et après il y avait des fils d'eux. Ouais, Il y a beaucoup. eu Rock Elsner, le fils de Marco, le frère de Luca, Exactement. qui a Ouais. ensuite fait une carrière un peu en Slovénie, en Allemagne, en D2, etc. Il y avait le fils de Thierry Oleksiak, Boris, qui était un très très bon joueur, Qui a joué longtemps Après, il à a fait les Saint-Jean. choix qui a joué longtemps à Saint-Jean. C'est bon ça. Ensuite, Miss Camping. il y avait le fils de Gérard Buchière, Michael, Ouais, Michael qui a fait Buchière, une petite carrière pro aussi, Ouais. qui est solide attaquant. Et il y avait Marin Belizy, Ouais, le fils de Serge. voilà, Tout à qui a fait. tous joué à Nice. Donc c'est marrant parce que du coup une équipe quand même niçoise, Il y avait beaucoup de Niçois. beaucoup de Niçois. Et bon, c'était du coup, enfin, toi, Mais je c'est pense que c'est un peu pour ça qu'on a réussi à faire une si belle saison. Voilà. Hein. Parce que les gars, Une équipe de potes, de c'est une copains, équipe de potes, soudés, c'est une équipe ouais. niçois, c'était exceptionnel. Et puis en plus, cette année-là, alors c'est un peu une anecdote parce qu'à un moment, les joueurs, ils me chambraient. Puis moi, j'ai accepté beaucoup qu'ils me chambraient d'ailleurs. Puis on se chambrait beaucoup d'ailleurs. Moi, j'aime bien chambrer. Et en fait, dans l'idée, cette année-là, c'est la même année qu'Arsenal. Où Oui, ils sont invaincus. Invincibles. les Invincibles. Et nous, c'est pareil. Et mes initiales, c'est les mêmes qu'Arsène Wenger. Ah oui, Ah oui, oui, c'est l'anecdote. c'est vrai. Voilà. Et du coup, l'anecdote, c'était que les joueurs, bon, Il t'appelait Voilà. Arsenal. enfin, pas tous, mais quelques-uns. Et puis l'anecdote surtout, c'est que c'était une équipe qui était très très mature. Et à la mi-saison, je savais que je faisais beaucoup. On travaillait énormément. On s'entraînait 2 fois par jour régulièrement. C'est parfois 3 fois par semaine. Enfin, on faisait 8 entraînements par semaine parfois. Moi, j'étais très dur. Et enfin, je pense que c'était comme ça qu'on pouvait y arriver. Et ils avaient l'école et tout en parallèle de tout Il y a bien ça. sûr, bien sûr. Bon, il y avait l'école un peu adaptée, mais, Oui, oui. ça travaillait très dur. On doublait les entraînements au moins 2 fois par semaine minimum. Et à un moment, ils sont venus me voir. Bon, Mathieu Pécastin, qui était le capitaine, est venu me voir. Il m'a dit, coach, on aimerait faire plus de jeux quand même. Et après, tu as une petite. Et j'ai accepté. Ouais. Bravo. C'est ouvert. Et t'avais quand même, tu avais dit dans une interview qu'Hugo Lloris t'avait rapporté 15 points cette saison-là. Il était vraiment facilement. exceptionnel. Il a été exceptionnel. Seulement 10 buts encaissés en 28 C'est incroyable. matchs. C'est incroyable. Il prend 10 buts en 28 matchs. C'est incroyable. Incroyable. Ouais, il n'y a pas de Et, mystère, hein. et ce qui était La carrière exceptionnel, qu'il a fait derrière. voilà, exactement. Voilà. Il prenait pas de but. En fait, c'est un gardien de but dans les petits jeux. Les joueurs voulaient jouer avec lui parce qu'ils étaient sûrs de gagner. Donc ça, c'est rare, mais c'est comme ça. C'est rare, mais c'est comme ça. Un bon souvenir en tous les cas. Un souvenir extraordinaire. Ah, Champion de Ton France. meilleur souvenir rappelle-nous la ville, le village. Saint-André-les-Vergers. Voilà, si les habitants de Saint-André-les-Vergers nous écoutent, Dans on les l'Aube. salue. Dans l'Aube. Voilà. Et c'était le 6 juin 2004. Ah, Voilà, Ouais, rappelons-le. 6 juin 2004. Il y a 20 ans, un peu plus de 20 C'est le ans. débarquement. Le débarquement. Débarquement des Niçois dans l'aube. Bon. Voilà. C'est bon pour. Tu m'as dit de faire court, alors du coup on fait court. C'était très bien. Faut le dire quand même, c'est le dernier titre. Dernier hein, titre de chez champion de les France. Ben non, Chez les jeunes. non, ils ont fait Non, il y a la Gambardella. Gambardella. de champion de France. Non, oui, mais champion un de titre France. de champion de France, c'est le dernier titre du club. Du club, ouais. Ouais. Et, parce qu'après, il y a quand même eu la. La Il y a la Gambardella en 2012. 2007. Voilà, Avec chez les Boset. jeunes, il y a eu 2 titres, ce titre de champion de France en 2004 et la Gambardella en 2012. Bon. Voilà. Arsène Wenger, merci beaucoup. Je me prendrai pas pour lui quand même. Non, merci Heureusement. beaucoup Alain d'avoir été sur ce Merci à plateau, vous. notre invité. Tu peux revenir évidemment quand tu veux. On te souhaite évidemment de poursuivre ta carrière. Messieurs, merci à Merci. vous. Il faut lui rappeler que les derniers qui cherchaient un poste et qui étaient venus, c'était Eric Eric Roy. Roy, ouais. Ah, il faut bien faire comme Eric. Ça
Ça se passe plutôt bien pour lui. D'ailleurs, faut que j'aille le retrouver là, Eric Roy pour Monaco-Strasbourg. Oui, donc c'est non, pour ça. Monaco-Brest. Monaco-Brest, pardon. C'est dit Strasbourg et Monaco. Brest, évidemment. Messieurs, merci beaucoup. Merci à Sophie Doncé, Chloé Wargard et Philippe Bertini à la préparation et à la réalisation de cette émission. Venez nombreux dimanche pour Nice-Strasbourg. Venez nombreux jeudi soir pour Nice-Glasgow Rangers. Une affiche. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Passez un bon week-end, bonne semaine et donc à la semaine prochaine. Bye bye.